Tu sais, quand tu es tellement concentré sur tes rêves, tu ne doutes pas. Parce que tu te poses pas la question. Tu sais que c'est ça qu'il faut. Tu te poses pas la question de dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis pas compétente. C'est tellement puissant que c'est une évidence. Si tu choisis ton rêve de manière juste, c'est ce que tu es en fait, ton rêve. Donc il n'y a pas de question à se poser. C'est ton essence. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Un petit mot avant d'introduire la femme exceptionnelle que j'ai le plaisir de mettre en lumière aujourd'hui. La semaine dernière, la communauté de Pourquoi pas moi sur Instagram a dépassé les 5000 personnes. Alors merci. Merci pour votre confiance, merci pour vos messages, merci de partager avec moi votre cheminement, vos petits pas et grands pas. Revenons-en à Isabelle. Isabelle a pour mission de vie de dire aux gens que c'est possible, leur redonner la pêche. Et vous verrez qu'en écoutant cet épisode, vous allez bénéficier d'un shoot d'énergie. Isabelle a commencé sa vie professionnelle en étant danseuse. Elle est devenue ensuite journaliste, une journaliste reconnue. Aujourd'hui, elle est toujours journaliste, comédienne et auteure. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Isabelle Laillé. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Ah, cet objet, c'est pas n'importe quel objet, c'est un petit Bouddha. En fait, quand je suis allée en Thaïlande, je voulais vraiment ramener un Bouddha. Pour moi, tout ce qui est spiritualité, zen, bouddhisme et tout ça, c'est des choses qui me parlent énormément. Alors, je suis pas bouddhiste, mais je pense que j'aurais carrément pu l'être. Et donc, je voulais vraiment ramener ce Bouddha symbolique. Mais ce Bouddha, il a une petite histoire. Donc déjà, j'ai mis du temps à le trouver. Il est petit, il fait 10 cm, il est près de moi toujours. Et je le ramène, je le mets dans un gros sac à dos, tout en haut, entouré de papier journal pour bien le protéger et tout. On passe l'aéroport, tout ça, je rentre chez moi, j'ouvre mon sac et en ouvrant, il tombe par terre. Et sa tête se coupe, mais net, quoi. Il est décapité. Décapité, le Bouddha. Et en fait, c'était marrant parce que j'avais passé pas mal de temps avec notre guide et tout, on avait beaucoup parlé et tout. Et je m'étais inspirée de toute cette philosophie. Et en fait, je suis restée très calme, j'ai fait OK. C'est un test que l'univers m'envoie pour tester ma zénitude. Donc, je suis restée très calme. J'ai pris mon petit Bouddha, j'ai pris sa pauvre petite tête. Je suis allée chercher de la super glue. J'ai collé la tête et hop. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça ne se voit absolument pas. Mais que j'ai réussi le test et j'en suis fière. Non, mais c'est vraiment une histoire très symbolique, en fait. Il y a beaucoup de symbolisme là-dedans et j'aime beaucoup. C'était quand, du coup, ce voyage ? C'était il y a quelques années, tu sais, du temps où on voyageait facilement un peu partout. C'était, je sais pas, il y a 5 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Avant qu'on parle de ta vie actuelle, est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu as grandi ? J'ai grandi dans un beau pays, le plat pays qui est le mien, disait Jacques Brel, c'est la Belgique, plus précisément à Bruxelles. Pays, mais où les gens sont sympas, simples, ont un humour mais incroyable et beaucoup d'autodérision, ce qui permet en fait beaucoup de simplicité par rapport à soi, par rapport à ce qui arrive dans la vie, par rapport aux autres. C'est vraiment un pays qui m'a offert ça et c'est un des plus beaux cadeaux du monde, cette simplicité d'être et cette simplicité, je vais y arriver, cette simplicité de relation à l'autre. On est tous des copains. Alors évidemment, il y a des gens avec qui on a moins d'affinité ou plus, mais potentiellement l'autre est un copain et ok, quand on croise quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de chouettes choses ensemble, mais même juste le moment quoi, juste rire, s'amuser. C'est vraiment un cadeau énorme que m'a donné la Belgique, ce qui fait que moi, quand j'arrive en France, j'aborde les gens d'être humain à être humain et non pas de statut à statut.
Et du coup, je parle aux grands boss comme aux gens les plus humbles de la même manière. Et donc parfois, les gens très hauts, ils me regardent bizarrement en disant mais pourquoi elle me parle comme ça, elle? Mais ils comprennent très vite qu'il y a énormément de respect et je tutoie assez facilement les gens et les gens vraiment comprennent que voilà, c'est pas du tout de la familiarité mal placée, c'est juste je parle d'âme à âme en fait et sans statut, sans posture. Et merci infiniment la Belgique et j'embrasse tous les amis belges qui sont vraiment des gens que j'adore. Et quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille t'étais? Alors, j'étais une petite fille, comment te dire? J'ai pas été aimée, on s'est pas trop occupé de moi, en fait, j'étais pas bien dans ma peau, quoi. C'était très, très, très compliqué. Et du coup, bah, merci la vie, parce que du coup, j'étais obligée de trouver quelque chose pour me donner de l'espoir, de se dire, bah, ça vaut la peine de vivre, parce que sinon, à quoi ça sert? Ce sont mes rêves. Et petite, je me suis toujours dit, mais plus tard je serai heureuse, plus tard je serai heureuse. Et je me suis accrochée à mes rêves. Et comment j'ai pu ouvrir le champ des possibles sur les rêves, et c'est très étonnant, mais c'est en voyant à la télévision des familles heureuses, des gens qui faisaient des choses incroyables, qui voyageaient dans le monde, des gens qui inventaient des choses, qui, même si c'était des fictions, peu importe, je voyais des choses qui me montraient une autre réalité. Et c'est pas pour rien que je travaille à la télévision aujourd'hui, hein, tout est lié. Vraiment, ça a ouvert le champ des possibles. Et ces rêves-là, bah, m'ont donné le courage, la force de passer les étapes, les caps, au-delà aussi d'un mal-être qui était vraiment très profond. C'est très compliqué pour moi. Je suis vraiment une petite fille qui se sentait pas aimée, qui se sentait mal dans sa peau et tout. Et voilà, donc ça commençait pas très bien, mais ce qui est génial, c'est que du coup, je suis vraiment là pour témoigner que même si on n'a pas les cartes, et on a très peu de cartes à la base dans son jeu, en y croyant, en se donnant les moyens, en travaillant, c'est possible d'y arriver. Alors ça vient pas du tout du jour au lendemain, ça faut vraiment le comprendre. C'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi un travail qui demande de l'engagement. C'est-à-dire que jamais ou vraiment très rarement, on vient vous dire, on vient frapper à votre porte et vous dire tiens, j'ai le truc génial pour toi. Moi, je suis tout allée chercher, mais à force de travail, mais tellement trop même parfois quoi, parce que du coup j'ai une croyance qu'il faut que tout ne s'obtient que par le travail intense. Bon là, j'ai la même croyance sur laquelle je bosse. Il faut travailler dessus parce que du coup on peut se faire mal aussi et finalement il faut se rendre compte que c'est génial de suivre son instinct, ses passions, le flow. Moi, j'appelle mon corps, mon âme me disent des choses et parfois autour de moi, on me dit mais t'es folle de faire ça ou bien je comprends pas moi-même pourquoi je fais les choses, mais je les fais parce que je fais confiance à ça, parce que la vérité pour nous, et on en a une qui est la nôtre et voilà, mais cette vérité pour nous, elle est en nous. Et si on ouvre cette porte-là, eh bien, ça nous montre le chemin et parfois c'est pas forcément simple, mais ça vaut la peine et c'est ça qui m'a finalement amenée à Paris et à vivre une vie de dingue. Et comment tu t'en es rendu compte justement de tout ça, le fait qu'en effet la solution est en nous, il suffit d'écouter son intuition? Alors, il suffit entre guillemets évidemment. Oui, c'est tout un travail. Bah, c'est une vie de travail, c'est des années de recherche, de plantage. J'ai lu énormément de livres de développement personnel qui ont changé ma vie. Mais ils ont aussi changé ma vie parce que je les ai expérimentés. Parce que quand tu lis un livre de développement personnel, le plus génial du monde, que tu le refermes, bah, 2-3 mois après, si tu l'as pas expérimenté, tu l'oublies. C'est pour ça, moi, j'ai créé un livre, justement, Je deviens l'artiste de ma vie, où il y a des exercices précis pour implémenter ça dans son corps, tenter, prendre conscience, et ce n'est qu'en faisant que c'est possible. Donc, moi, ces livres-là, même s'il n'y avait pas d'exercices, je me suis fait toute seule des exercices. Je suis faite pour transmettre et, j'ai ce côté-là comme ça de comment on crée une théorie et comment met en pratique. J'ai ça en moi depuis toujours et ça m'a aidé moi en premier à changer tout au fur et à mesure. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, il y a ça, il y a tout ce que je fais du coaching aussi, donc j'ai une année de formation intense de coaching qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi parce qu'il y a des tas de choses à apprendre aussi. Donc voilà.
de tous les outils du monde que j'ai. Puis moi, je suis une étudiante de la vie. Je cherche toujours, j'apprends toujours. Tous les jours, je dois apprendre des choses. Donc, c'est tout ça. C'est un long process, mais le but, c'est le chemin, dit Lao Tzu. Et l'important, c'est ça, en fait. C'est que chaque jour soit riche, intéressant et heureux et joyeux. Et puis, au bout du compte, on aura une belle vie, quoi. C'est sûr. Et tu parlais des rêves, donc quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves petites? Mes rêves petites, je crois que c'était d'être heureuse quand même. C'était déjà un gros morceau. Mais petite, j'étais artiste. En fait, je chantais, je dansais, je m'inventais des vies. Peut-être que ça vient du fait que ma réalité n'était pas forcément super et que du coup, j'ai eu besoin de m'inventer des vies, d'être quelqu'un d'autre. Je dansais, je chantais, je sautais dans tous les sens et je m'oubliais là-dedans. Mais je pense que c'est dans mon ADN, hein, au-delà de l'oubli d'une réalité, c'est que c'est quelque chose, mais c'est en moi et je te dis, j'ai l'émotion à te le dire, quoi. C'est puissant, quoi. Ça me dépasse. Il y a des choses qui me dépassent, comme ce besoin de parler aux gens, de leur offrir toute la beauté, enfin de leur montrer toute la beauté du monde et de leur dire croyez en vos rêves. En fait, c'est comme une mission qui m'est tombée dessus. Et du coup, je déploie ça dans mes spectacles, dans mon livre, dans mes podcasts, dans tout, parce que je sais que je dois dire aux gens ça. Alors, j'ai de la chance, parce que cette mission qui m'est tombée dessus, c'est pas d'aller au fin fond des zones où c'est l'enfer, la galère, la souffrance. Voilà, c'est un truc où moi qui suis très empathique, j'en souffrirais, tandis que ma mission, elle est belle, et d'accompagner les gens sur le chemin de leurs rêves et de leur dire c'est possible d'être heureux, c'est possible d'avoir une belle vie. Voilà, je suis faite de ça et je suis le flot, je suis ce chemin-là et c'est beau. Mais finalement, les choses sont bien faites parce que la mission de vie de chacun est propre à ses croyances, ses valeurs, ses talents. Donc du coup, Mais oui, pour moi, la mission de vie, la mienne en tout cas, et c'est comme ça que je la définis, c'est que c'est quelque chose que tu aimes passionnément faire, dans lequel tu te transcendes, tu t'éclates, c'est le truc que tu aimes faire et partager, et par là même, tu le partages et ça fait du bien aux autres. Mais ça peut être d'une manière très visible, comme un artiste qui est sur scène et qui donne, mais comme quelqu'un qui, je sais pas moi, adore cuisiner et va cuisiner pour sa famille. Et c'est du don, c'est du partage de ce qu'on aime faire et c'est beau, petit ou grand, on s'en fiche en fait. Et c'est important de l'exprimer. Clairement. Ouais, de toute façon, à partir du moment, enfin moi je l'ai expérimenté, hein, quand tu ne fais pas ce pourquoi tu es fait, si tu n'as pas de sens dans ta vie, ton corps te parle de plus en plus fort jusqu'à ce que ça fasse très très mal si tu ne l'écoutes pas. Et voilà, et mal, et comme on dit, maladie, la maladie, c'est le mal qui a dit. C'est ça. Et donc, franchement, et puis même, c'est vrai qu'il y a des gens qui se chopent des cancers, des trucs pas cool, ou même des élongations, des tendinites, des trucs. C'est le corps qui parle, évidemment. Mais imaginons même un stade où on n'arrive pas à là. C'est quand même triste de passer sa vie, hein, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une, à côté de ce qu'on est vraiment et de ce qui nous rendrait heureux. D'ailleurs, il y a des travaux très célèbres de Bronnie Ware, qui est une infirmière australienne. Son métier, c'est d'accompagner les mourants à la veille de leur départ. Et en fait, parmi les plus grands regrets des mourants, c'est de ne pas avoir osé tenter la vie de leurs rêves, la vie qui leur ressemble, la vie qui les aurait rendus heureux. Mais moi, j'entends ça, mais ça me tue, ça me déchire, ça me fait pleurer. C'est notre vie, quoi. C'est notre vie. On a la main, même si on pense qu'on n'a pas la main, parce que la culture fait qu'on pense qu'on n'a pas la main. On a la main. Et c'est pour ça, pouvoir comprendre. Alors, pardon, je parle de mon livre, mais c'est vraiment ça. Il commence par qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que pour savoir où on va, pour connaître la direction, si on ne s'est pas posé ces questions essentielles, eh bien, c'est pas possible. Donc, pour connaître où on va, pour connaître le chemin qu'on va prendre, il faut savoir où on a envie d'aller. Et puis après, c'est différentes choses à mettre en place, qui sont aller droit à l'essentiel, poser des limites, bien gérer le rapport à l'autre, etc. Mais quand on a toutes ces clés, toutes ces compétences, ces habilités, on va dire, ben, quand on a tout ça, eh bien, c'est à la portée de plein de gens, en fait.
Ah bah Et tu prêches une convaincue, hein. C'est d'ailleurs ça, ce que je t'ai dit quand je t'en ai eu au téléphone, quand j'ai pris contact avec toi, quand j'ai lu ton livre, ça a été pour moi, j'ai souri tout le long parce que on partage tout à fait la même vision des choses et en effet, aujourd'hui aujourd'hui, moi, je suis vraiment convaincue qu'on ne peut pas être bien si on ne se connaît pas, et que, en effet, la base de tout, c'est d'apprendre à se connaître, savoir qui on est, parce que si tu ne te connais pas, tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas, et puis aussi, comment veux-tu trouver un truc dans lequel tu vas t'épanouir si tu ne sais pas ce qui t'épanouit, parce que tu ne sais pas ce qui apporte du sens dans ta vie. toutes les réponses sont en nous. Et il C'est faut ça. revenir à ça, retirer toutes ces couches d'éducation, de formatage, de il faut ou de croyances qu'on a développées parce qu'on a tiré des déductions qui sont peut-être pas forcément si justes. Et bravo à toi et merci toi aussi de prouver une fois de plus que c'est possible, que ça marche, que c'est accessible à tous. On est dans une société qui fait peur, donc quitter son boulot ou changer quelque chose, on a peur d'être jugé, on a peur de se retrouver à la rue, on a mille et une peurs, mais pardon, est-ce que la plus grande peur qu'on devrait avoir, ce n'est pas de se perdre et de passer à côté de sa vie? C'est ça. Et parce que si on fait ça, ben on arrive à la veille de sa mort ou à la seconde de sa mort en se disant j'ai tout raté, quoi. Je suis passée à côté de ce qui était important pour moi. Quel gâchis, quel gâchis. On peut changer. Et Mm. voilà, j'adore les personnes comme toi parce que, et on est de plus en plus nombreux à le prouver. Donc, rejoignez-nous. On vous attend. Merci Isabelle. Alors du coup justement, l'idée c'est de montrer que justement tu l'as fait et raconter du coup tout ton parcours pour montrer que clairement oui, il y a eu des moments où ça a été difficile, tu as eu des peurs, tu as eu des doutes mais que voilà, aujourd'hui tu es la personne que tu es, épanouie comme tu es parce que tu as fait tout ce chemin. Et donc du coup quand donc tu étais au moment de choisir ton orientation, ça s'est passé comment pour toi? Alors, donc, à la fin de l'adolescence, écoute, moi, j'ai commencé tard, hein, l'artistique, mais je m'éclatais déjà en chant, en danse et tout ça. Et puis, on a dû choisir, moi j'étais en Belgique, l'orientation, et il y avait une émission qui me fascinait, c'était Envoyé spécial sur France 2. Bon, comme par hasard, je suis à France Télévisions. Et je me disais, mais découvrir le monde et puis ramener ça aux gens, leur faire partager finalement toute cette beauté, toute cette richesse du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Donc du coup, j'ai fait des études de journalisme. Comme je me gère depuis toute seule depuis que j'ai 18 ans, eh bien, je travaillais en tant qu'artiste, je faisais des spectacles, je faisais des événementiels, etc. Merci, merci, merci la vie de m'avoir permis de gagner ma vie comme ça, parce que j'aurais pas pu me payer des études sinon, et mon appart et tout ça, donc ça m'a permis de Et financer. tu avais pris des cours précédemment de théâtre ou des choses comme ça? Oui, oui, j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 16 ans par la danse. À 18 ans, je gagnais déjà ma vie avec la danse. Euh, bon, j'étais prédisposée, mais aussi je bossais plus que tout le monde, hein, faut pas se voiler la face, le boulot, le boulot, le boulot. Et à 18 ans, voilà, je payais mes études avec la danse, le chant, je commençais seulement, les événements, tout ça. Donc oui, oui, j'ai fait des cours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai suivi mes études, la fac de journalisme, l'ULB à Bruxelles. C'était génial. Bon, je gagnais ma vie à côté, donc je courais un peu entre les deux. J'avais une super copine qui s'appelle Nathalie, que j'ai perdue de vue depuis, mais qui me disait attention, Isabelle, là il y a un truc important, ou qui me filait les infos parce que j'avais deux vies en fait. Moi, je suis multi-active depuis toujours. Et du coup, j'ai réussi ces études-là. Et ce qui se passe, c'est qu'après, à la fin des études, on avait monté une compagnie de spectacle en Belgique qui cartonnait. On était devenu la compagnie officielle de la télé belge. On faisait plein d'événements en Belgique, en France et ailleurs. On faisait des trucs de dingue. On jouait devant des milliers de personnes ou des centaines, mais parfois des milliers, quoi. Et moi, j'adorais. En fait, moi, sur scène, 1000 personnes, j'ai pas le trac, ça m'énergise, quoi. Là où je vois les autres trembler, moi, je suis là, et je prends l'énergie et je la renvoie, tu vois, c'est vraiment ma place dans le monde, j'ai l'impression, c'est ma maison, quoi. Et du coup, c'était génial, on a fait ça pendant des années, et puis à un moment, les contrats, les choses, c'était toujours super, mais finalement, on arrive avec un projet, on le développe, et puis on le fait, et puis voilà, on tournait
c'est un peu toujours le même circuit. Moi, j'ai vraiment besoin d'apprendre. Et puis, c'est vrai que moi, j'étais au four et au moulin, c'est-à-dire j'étais artiste, je faisais de la prod, on faisait on montait les spectacles, je faisais aussi la gestion des artistes. Et bon, c'était un peu difficile. Il y avait beaucoup il y avait pas beaucoup de reconnaissance, alors qu'on était vraiment, on les faisait manger et surtout, on s'éclatait. Vraiment, c'était comme une famille et tout. Et je me suis beaucoup fatiguée aussi pour l'humain. Et donc c'est là aussi j'ai appris qu'il fallait mettre des limites et qu'être gentil, moi je suis fondamentalement gentille, qu'être gentil c'est bien, mais qu'à un moment si tu mets pas les limites, je crois que c'est mon chapitre 6 d'ailleurs, à vérifier, si tu mets pas les limites, on te marche dessus, c'est comme ça, c'est comme les enfants quoi. Et du coup j'étais un petit peu je me suis dit bon là il y a un truc c'est peut-être le moment de changer là, ça ne m'allait plus. Moi je veux pas rester dans quelque chose qui me va pas parce que je veux pas justement avoir mal, souffrir et risquer une maladie hein. Et du coup je me suis dit ok, c'est quoi mon prochain rêve? Et du coup je me suis rappelé que mon rêve de 18 ans, vivre à Paris et travailler à France Télévisions, en fait il est revenu à moi et je fais allez j'y vais. T'avais quel âge du coup à ce moment-là? Écoute, j'avais 30 ans plus ou moins. Donc t'avais jamais été journaliste? Alors, j'avais pas été journaliste, j'avais le diplôme. En revanche, comme j'adore ça, je remplaçais des copains, des copines sur des petites piges, des petites interviews, des petits trucs. Moi, dès qu'on me proposait, je faisais parce que j'adore. Donc, du coup, j'avais une petite expérience. Et du coup, je suis arrivée à Paris, j'ai tenté ma chance, donc tout le monde me disait t'es folle et tout. J'ai rien pris, je suis venue avec ma petite valise, aussi parce qu'on avait construit un énorme truc, mais à trois, la compagnie, avec Sam et Didier aussi. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je suis capable de faire toute seule d'une page blanche? Donc, je n'ai rien pris, rien. J'ai recommencé à zéro, sans argent, sans rien. Donc, je débarque avec ma petite valise, tout le monde me disait, mais t'es folle et tout. Mais bon, c'était aussi une question de survie, j'étais plus heureuse, quoi. C'était quoi la suite? Ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, c'est le moment, le signe. Et du coup, j'ai trouvé un petit job de journaliste à la radio du voyage. C'était génial, mais ils pouvaient me garder que 3-4 mois. Donc après, c'était un peu... T'as pas eu peur à ce moment-là quand tu t'es dit, bon allez j'y vais, c'est page blanche Alors, non, parce que j'y suis allée avec le job. En fait, c'est fou parce que de Belgique, j'ai passé quelques entretiens, je suis venue à Paris, ils m'ont prise. Je pense que mon énergie de passion les a embarqués parce que j'avais pas un gros CV, c'est clair. Et puis donc j'étais tellement heureuse de me dire mais attends, mais j'ai jamais été journaliste, ils me font confiance, ça va être génial que j'ai rien vu quoi. Je suis allée. Ce qui a été très très dur, c'est après parce qu'on s'était super bien entendu. Ils ont voulu m'engager, ils ont essayé, mais ils n'avaient pas budgétairement, c'était impossible. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain à quitter un boulot dans lequel je m'éclatais, je m'étais fait plein d'amis, c'était merveilleux. Et derrière, rien. Et le vide. Alors, j'ai eu une super chance, c'est que j'ai une amie qui s'appelle Sabine, parce que j'ai une première amie qui pouvait m'héberger 3-4 mois. Et puis après, tout s'arrêtait en même temps. Donc j'ai une super amie justement de la radio, Sabine, qui m'a prêté son appart parce qu'elle était toujours, elle était JRI, elle partait en voyage à gauche à droite. Et quand elle était pas à Paris, quand elle était à Paris, elle était chez son copain, donc elle avait pas besoin de son appart. Donc merci Sabine. Et du coup en plus il y avait une connexion internet, donc je me levais genre tous les jours de 8h du mat à 19h, j'envoyais des CV à gauche à droite, rien. Aussi de mon erreur parce que j'avais du coup un CV qui faisait 4 pages. Une page prod, une page artiste, une page journaliste et une page un peu plus administrative, quoi. Donc les gens, ils sont là, ils bug, ils savaient pas dans quelle case. Là, là, tu causes pas du tout les cases. C'était case poubelle tout de suite, quoi. Ouais. Voilà, donc du coup j'ai fait de l'intérim et tout. Bon bah là j'ai trouvé sans souci, mais j'étais dans le luxe. Franchement, les gens malheureux, ils étaient autour de moi, donc c'était pas possible. Et en fait, il y avait juste une personne qui s'appelle Frédéric Pralé-Dujost, qui à l'époque travaillait à la radio, à la télévision Festival, qui avait reçu mon CV, qui justement s'est dit « Hey, elle sait faire plein de choses, elle a l'air hyper positive, passionnée, tout ça, rencontrons-nous !» Je l'ai rencontré, c'était génial, c'est un mec super, sauf qu'en fait, Festival, c'était une toute petite chaîne qui n'existe plus d'ailleurs. Il avait rien pour moi, mais bon, prise de contact, on est resté en contact. 1 an plus tard, j'étais toujours dans ce truc de luxe où tout le monde était malheureux et moi je commençais à l'être aussi. Donc justement, je m'étais dit, alors ce qui est fou, c'est que le vendredi, je me dis, ok, je reste plus. En plus, la nana m'avait mal parlé, la boss, et je dis ça, c'est juste le signal que c'est ça, tout, mais ça, c'est pas possible, en fait, parce que tu te respectes pas si tu laisses ça. Et c'est la porte ouverte à un malheur total. Donc, j'ai fait, ok, le signal est là. Ce week-end, plan d'action.
je prépare mes CV, les lettres de motivation, je repère un peu à qui j'envoie, et tous les jours, à partir de lundi, en rentrant du boulot, j'envoie. Je prépare tout comme j'ai dit. Le lundi, donc avant de commencer à tout envoyer, je reçois un coup de fil. Tu fais quoi pour l'instant? De Frédéric Pralet-Dujols. C'est fou quand même, ces coïncidences comme ça. Synchronicité, mais tu sais quand c'est juste, et moi, je passe ma vie, je vis dans la synchronicité. Et donc Frédéric me dit, tu fais quoi pour l'instant? Je dis, bah justement, je me mets J'attendais ton appel. Voilà, qu'est-ce que tu faisais? Justement, je viens de me mettre en route pour recommencer à chercher. Eh ben écoute, on fait passer des entretiens, viens si tu veux. Mais moi, je pensais que c'était pour festival. Donc je rentre le soir, je regarde, bien sûr, je prends rendez-vous. Je rentre le soir et je vois sur internet, je me dis on va se renseigner, c'est un rendez-vous, c'est sérieux, on se prépare. Je me prépare pour aller à festival et je vois festival devient France 4, chaîne du groupe France Télévisions. Et là je fais, ça me donne des frissons. C'est mon rêve, mais c'est mon rêve. Mais c'est mon rêve. Et là, j'étais avec Chris, mon ex, que j'adore, que j'embrasse, qui est resté un super ami. Et je saute dans tous les sens. Et il me regarde, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il savait pas si c'était positif ou négatif. Je dis, c'est dingue. Et il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Parle, je t'en prie. J'ai fait, écoute, demain l'entretien, c'est pas pour festival, c'est pour France Télévisions. Quoi? Mais oui, c'est dingue. On saute tous les deux dans la part et tout, trop génial. Scène de film. Et du coup, je me prépare. Et c'est clair que je me prépare. J'arrive le lendemain. Et là, mais l'entretien, je dégomme tout, quoi. Pourquoi vous voulez venir? Mais prenez-moi, donnez-moi ma chance, vous ne serez pas déçus. Enfin, j'ai tout donné. Et après, ils m'ont pris. Alors, j'ai renoncé à plein de choses, financières, statutaires et compagnie. Mais j'étais Pourquoi? là. Parce que du coup, t'étais pigiste? Non, j'étais engagée, mais assistante et pas un bon salaire. Je gagnais la moitié de ce que je gagnais en intérim. Mais dans ma passion et me connaissant, sachant que je suis une malade et me disant que c'est pas grave, je remonterai. T'avais confiance pour la suite. Oui, de toute façon, bosseuse comme je suis, il y a un moment, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et après, ils m'ont dit, je dis, mais merci de m'avoir pris. Il me fait, tu sais, il y avait pas photo, les autres, ils étaient là. Pourquoi vous voulez venir? Oh, comme ça, pour changer. Et toi, t'étais au taquet, quoi. On voyait la nana. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je suis rentrée à France Télévisions, France 4 initialement, au poste d'assistante, alors que j'avais été chef d'entreprise, que j'étais journaliste, que ceci, que cela, que j'étais artiste. Mais en fait, il n'y a pas déjà de petit métier. C'est juste que c'était pas ma vocation, c'était pas ma passion. Et du coup, ce qui s'est passé à France 4, c'est que j'ai tout de suite vu là où il y avait des choses à faire, commencé à coordonner des trucs, proposer plein d'idées. Et bon, il y a un moment, c'est sûr que il y a eu justement un moment où Frédéric est parti. Moi, je travaillais pour 2 personnes, pour 2 directeurs, alors que les autres travaillaient pour un directeur. Et à un moment, quand un des 2 directeurs est parti, donc Frédéric en l'occurrence, du coup, j'ai négocié de dire, ok, l'autre partie, donnez-moi des trucs à faire. J'avais jamais assez, si tu veux. Moi, je vais vite, ça pue, je suis hyper motivée, donc j'ai faim, quoi. Et du coup, on a commencé par me donner. Alors, ça a commencé par les documentaires, alors ils savaient que j'adorais les spectacles, donc j'allais d'ailleurs à la place de mon boss aux invitations. J'ai dit, tu peux pas y aller? Je peux te représenter? Et du coup, j'allais à tout. Je rencontrais plein de monde, j'étais hyper heureuse. J'ai commencé par le documentaire. Alors j'adore, franchement, moi je suis journaliste, c'est un de mes formats préférés parce que t'apprends, moi qui adore apprendre et découvrir le monde. Et donc j'ai commencé par faire ça. Alors ce qui était très drôle, c'est qu'ils m'ont dit, tu vas faire ça. Je fais, ok, débrouille-toi. Ok, je connaissais personne. Donc j'ai fait un peu bêtement, j'ai pris l'annuaire et j'ai commencé à appeler, n'ayant aucun réseau, toutes les boîtes de prod. Et du coup, ce qui est génial, c'est que ces boîtes de prod, je me suis rendu compte que ils sont passionnés, comme moi, j'adore, mais qui sont toujours sur le prochain film ou sur le film en cours, mais pas sur le passé. Et du coup, je leur ai dit, mais vous savez, vous avez un catalogue qui dort, vous pouvez gagner de l'argent en vendant ce catalogue. Et cet argent-là va financer vos prochaines productions. Et même si vous les vendez pas, il y a des gens que j'ai mis en contact avec des gens dont c'est le métier de vendre des. Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai récupéré plein de films qui dormaient. On a cartonné, donc j'en ai fait encore plus. Et puis à un moment, ils ont besoin de quelqu'un pour faire le spectacle. Et bon, c'était évident que c'était moi. Moi, le spectacle, je refaisais plein de préco. Enfin, c'est ma vie. Je peux pas dire autre chose que c'est ma vie. Et ils le savaient. Je transpire de ça. Et du coup, à un moment, quand il a fallu quelqu'un pour s'occuper du spectacle, du coup, ils m'ont dit, allez, c'est pour toi. Je sais pas. Merci quand même. C'est génial. Et du coup, je me suis éclatée. Et donc là, du coup, c'était quoi ta mission à ce moment-là? Alors là, du
coup, en fait, j'étais en charge du spectacle pour France 4. Donc, j'étais, si tu veux, le contact à France 4 avec les prods. Donc, ce que je faisais, c'est que je repérais des spectacles qui pouvaient être diffusés en direct à l'antenne. Que une fois qu'on avait repéré ce spectacle-là, je le proposais évidemment à la direction, qui en général acceptait parce que je connais bien la ligne éditoriale. Et du coup, de là, on avait un producteur qui allait filmer, organiser toute la captation. Et moi, si tu veux, j'étais la représentante de France 4 en direct. J'étais sur place pour tout valider, pour tout checker et faire en sorte que je disais oui ou non pour la chaîne quand il y avait des questions, quoi. Je représentais. Et ça a été formidable. Je me suis super entendue avec toutes les maisons de production, de gens adorables qui font du super beau boulot. Et puis après, j'ai commencé à faire des deals pour le groupe. Donc plus que France 4, je faisais pas mal de deals pour France 4 et à un moment, parfois comme il fallait plus d'argent, je commençais à appeler France 2, France 3, est-ce que vous voulez pas venir avec nous? Et comme j'ai monté en fait ce système-là, parce que moi venant de Belgique, quand il n'y a pas, je trouve une idée en fait. Je m'arrête pas, je dis j'invente. Et du coup, j'ai commencé à inventer ce système de collaboration entre chaînes et puis du coup, ça a créé un poste où je faisais la coordination en fait pour les chaînes. Tu t'es créé ton propre poste, quoi. Oui, avec l'intelligence de la grande directrice Emmanuelle Guilbard, qui a vu quand j'ai proposé que oui, effectivement, c'était utile. Je travaille avec Nathalie André, qui a aussi dit à Emmanuelle, oui, franchement, c'est super ce qu'Isabelle fait, ça nous aide bien. Et c'était formidable de travailler avec Nathalie. Donc voilà, c'était super. Et puis à un moment, on m'a proposé de faire du repérage de talent. J'avais fait pas mal d'années de spectacles et tout ça. Je fais pourquoi pas parce que j'adore les jeunes talents. Moi, je sais ce que c'est d'avoir un rêve, de tout donner pour et tout ça. Je me suis dit, tiens, si ça peut aider. Et puis moi, c'est une nouvelle expérience. Donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et puis, à un moment, France Info est né. Et là, ils avaient besoin de gens, mais de gens en interne parce qu'on pouvait pas engager de gens. Donc, c'était sur nos heures de travail. Il fallait qu'on n'était pas plus payé, quoi. Mais moi, l'argent, c'est important d'être payé à sa juste valeur, mais c'est pas ma première motivation. Donc vraiment, moi, je veux vivre la vie qui me ressemble, que j'aime et exprimer tout ce que j'ai exprimé. Donc, j'ai fait une proposition à Jean Chrétien, qui était à la tête à l'époque de France Info, et je lui ai dit, écoute, voilà ce que j'ai fait. Mais entre-temps, moi, j'avais fait des spectacles, j'avais fait plein de choses, donc je lui ai envoyé un mail, mais long comme un annuaire, quoi, où voilà ce que j'ai fait en journalisme, voilà ce que j'ai fait en spectacle. Donc j'avais eu, avec mes 2 spectacles, des interviews, audio mais aussi vidéo, donc pour montrer que bon, ça va, je passe à l'antenne, que je peux m'exprimer et tout ça. Et donc il m'a dit, écoute, viens, tente ta chance. France Info commence, on peut se permettre ça. Si c'est bien, tu restes. Si c'est pas bien, c'est pas grave. Et du coup, voilà, ça fait que j'y suis depuis 5 ans. Et donc là, France Info, c'est une chronique que tu as à quelle fréquence et... Alors, France Info, en fait, donc j'ai la chronique le mardi soir dans le 23h de Patricia Loison, qui est vraiment une super nana, on s'éclate, Philippe Boissry, rédacteur en chef, toute l'équipe, Sébastien et tout, c'est génial. Et puis j'ai surtout mon émission depuis cette année qui s'appelle l'Interview Culture, qui était une émission avant qui était ponctuelle, c'était pendant les vacances, et maintenant c'est tous les samedis et tous les dimanches en access, donc 19h50 le samedi et 18h50 le dimanche, donc c'est vraiment un des meilleurs horaires en fait. Et dans l'Interview Culture, j'interviewe une personnalité de la culture qui a son actualité, un spectacle, un livre, des concerts, un album, peu importe, mais voilà, c'est des grandes personnalités. Et du coup, on a eu Virginie Efira, James Blunt, Guillaume Canet, plein de gens incroyables, Pierre Ninet, toutes ces personnes merveilleuses qui sont venues. Et voilà, c'est le principe, c'est ça, l'interview culture, c'est vraiment les grandes personnalités de la culture. Donc pour moi, c'est évidemment un honneur de mettre ces gens en avant, et puis c'est un honneur de porter la culture plus encore sur nos chaînes. Hein. C'est très très important la culture, et dès qu'on trouve une petite place, nous les passionnés culture qui sommes près des chaînes, on fait ça. Et aussi, j'ai fait aussi à Avignon. C'est chaque fois des idées que je propose, et puis soit ils prennent pas. Ils prennent pas toujours. Hein. Je tente toujours. Et puis là, à Avignon, on a fait ça des années. On verra pour la suite. Et comment t'as réagi du coup quand on t'a dit que le format vacances continuait en annuel? C'est formidable parce que ça faisait des années que je faisais ça, et finalement c'était un peu un rêve que j'avais, qu'on puisse y aller plus régulièrement, et puis aussi avec une bonne heure de visibilité, parce que du coup ça c'est intéressant aussi pour les artistes qui viennent.
c'est pas à 3 heures du mat, quoi. Et puis c'est vraiment un bon de sublime créneau, quoi. C'est l'heure où vraiment on n'est pas encore en concurrence avec les gros films et les gros blockbusters où de toute façon tu fais pas concurrence, hein, sur France Info. C'est une petite chaîne où on passe et c'est vraiment l'heure où les gens viennent voir un peu et tout. Et du coup les gens s'arrêtent, quoi. Donc c'est formidable. Et du coup, ça, c'est des émissions qui sont en direct? Non, c'est pas en direct parce que ça passe le samedi et le dimanche en accès, c'est-à-dire à l'heure où les artistes sont en train de s'échauffer dans leur loge. France Info voulait que ce soit en direct, mais je leur ai dit, mais en fait, c'est pas possible, ou alors c'est un autre horaire. Et du coup, non, c'est une des rares émissions de France Info qui est enregistrée, pas en direct pour ces raisons-là, parce que sinon on n'aurait pas les artistes. Et le but, c'est quand même d'avoir les artistes. Et puis les artistes, il faut, surtout à ce niveau-là, il faut pouvoir un petit peu s'organiser en fonction d'eux, quoi. S'ils ont des plannings de malades. C'est ça. Et donc là, du coup, parce que la question que j'allais te poser, c'était, mais si tu enregistres tous les samedis et dimanches, t'as une vie particulière, mais bon, tu fais quand même pas mal de travail le soir. T'as une vie un peu décalée. J'ai une vie totalement décalée. Donc le soir, je suis à l'antenne ou je vais voir des spectacles, mais même le week-end. En fait, si tu veux, moi, je vis ce que je suis, ce que je vis, je vis ce que je suis. En fait, c'est pas possible pour moi d'éteindre et de rallumer. Donc je peux être en plein en train de, je sais pas, me balader. Je m'arrête, je vois une affiche avec un truc dont on pourrait parler. Je fais la photo et puis même parfois je m'arrête, je regarde, j'envoie un mail. Enfin voilà, je vis et je vibre ça. Moi, c'est pour ça en fait, quand on est vraiment dans ses passions, enfin, on l'est, quoi. Et après, la chose qu'on doit apprendre, nous, ces gens hyper passionnés et en plus multi-actifs, c'est de temps en temps, c'est bien de se reposer. Tu sens parfois, comment il te parle du coup à toi, ton corps, quand il te dit il faut que tu te reposes? Bah oui, en fait, c'est mon corps qui me dit parce que c'est toujours au taquet et à fond. Et là, tu vois, quand je sens que je suis fatiguée, je le sens la fatigue et je sens que là, ça commence à être too much. J'essaye de pas dépasser le stade de la grosse fatigue pour justement éviter les accidents. J'en ai déjà eu. Et quand j'en ai, bah oui, j'entends. T'as eu quoi comme type d'accident? J'ai eu pas mal de trucs. Au moment des spectacles, je voulais remonter un spectacle. Après, mon premier spectacle s'appelait Love Cabaret. J'avais tout fait toute seule. Avec Chris justement qui m'aidait à la régie, c'était génial, mais j'avais tout monté toute seule et tout, et c'était énorme entre remplir la salle, produire, être l'artiste, bon. Et du coup, j'ai failli en refaire le même, mais sans producteur. Et en fait, j'ai eu un accident, enfin j'ai eu un problème au pied, une énorme douleur, mais sans accident, sans rien, sans savoir pourquoi, au moment où je bookais la salle. Donc j'ai fait OK, donc j'ai débooké la salle tout en c'était Fanny, une super amie Jourdan qui gérait cette salle-là. Du coup, j'ai mis en contact des copains qui avaient un spectacle pour pas laisser personne assumer mes responsabilités. Donc tout le monde était content. Et au moment où j'ai renoncé à cette session-là, je me suis sentie soulagée. Alors que j'aime plus que tout faire mon spectacle, hein, mais il y a des moments, en fait, faut apprendre ça. Et puis, là, à Noël, deuxième jour de vacances, je me fêle le pied. Et le soir, je chope le Covid avec un copain avec qui je devais aller au cinéma. Et en fait, dès que je me suis fêlé le pied, j'ai fait OK, je comprends, parce que je préparais le livre, la sortie du livre, plus tout ce que j'ai déjà avec France Télé. C'est-à-dire c'est du 7 sur 7, 15 par jour, 15 heures, 16 heures par jour, et je compte, hein, je fais pas ma Marseillaise. Et du coup, moi, je comptais faire du yoga tous les jours, pendant les vacances, etc. Zéro, je suis restée enfermée, et je me suis dit, c'est bien, parce que j'avais plein de choses à préparer pour le livre. Je me suis dit, c'est pas grave, on va calmer le corps, il va pas bouger pour une fois. Et j'ai dormi aussi parce que j'avais le Covid, même si je l'ai eu de façon légère. Et voilà, mais des comme ça, j'en ai plein. Hein. Mais parce que chaque fois, mais j'essaye aujourd'hui là, même si je me suis fait avoir encore en décembre, tu vois, là, je sens que je suis un petit peu fatiguée, donc je vais essayer d'aller faire des massages, de un peu réduire, mais se recentrer. Se recentrer, oui, en fait, c'est réduire un peu et laisser un peu plus le temps au temps de faire les choses. Et si c'est 3 jours ou une semaine ou 2 semaines plus tard, c'est pas très grave. Ouais. C'est se dire ça, parce qu'en fait, c'est la qualité de vie, quoi. Il faut pas que nos passions nous entraînent dans finalement quelque chose où on a mal, et du coup, c'est contre-productif.
C'est ça la difficulté quand on est quelqu'un de passionné, c'est justement en effet, on a une énergie énorme, on a envie d'y aller, mais en même temps, il faut savoir prendre soin de soi pour pouvoir justement accomplir tout ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que déjà quand on ne travaille pas ou quand on ne fait rien, c'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on se donne de l'énergie, on se donne aussi de l'air pour avoir de la nouvelle inspiration. Donc ne rien faire, ce qui est un concept quand même assez nouveau pour moi et auquel je tourne autour duquel, tu vois, de ce concept encore un petit peu là. Mais c'est pas qu'on ne fait rien, c'est que on se remplit d'énergie, on se repose et de nouvelles idées, parce qu'une fois si t'es cramé, on va quand même avancer, mais on avancera moins bien. Donc finalement, ça rend service à tout et à soi en premier. Et franchement, on n'a qu'une vie. Donc c'est essentiel de réaliser ses rêves, mais on n'a qu'un corps et il est irremplaçable. Donc attention, parce que si on est mal, on souffre, on n'est pas là pour nos rêves, on n'est pas dispo pour nos rêves. Donc le corps, deux, les rêves. Ouais. Et puis après, du coup, l'entourage qui en pâtit forcément. Aussi. Ouais. Et tu disais du coup, donc t'es journaliste, t'as aussi fait un one woman show. Yeah, deux même, ouais. Oui, alors le premier, c'est celui dont je parlais où j'ai eu mal au pied. Ça s'appelait Love Cabaret. En fait, ce qui est énorme, c'est que depuis que je suis à Paris, une fois que j'ai sécurisé ma vie, que j'ai trouvé mon poste et tout ça, une fois que je me suis sentie en sécurité de vie, tout de suite est revenu le besoin d'exprimer l'artistique, pas forcément en faire un métier, mais de jouer, de chanter, de danser. Et du coup, j'ai commencé à faire des choses. Du coup, j'ai pris des cours de chant à l'atelier du chant, où finalement, je suis devenue prof d'expression scénique et tout ça. Et je faisais des spectacles avec des gens parce que les gens voyaient que j'étais pro, donc me proposaient de faire des petites choses et tout. Et je sors d'un spectacle où c'était chouette, mais moi je suis pro, donc c'était pas pro, donc c'était chouette et tout, mais j'étais là, mais ça, il faudrait faire comme ça, mais c'est pas moi qui gérais, donc j'avais rien à dire, je me tais, je peux donner des petits conseils comme ça, mais tu respectes le truc et puis tu peux pas. Ça titille, tu respectes, mais ça titille. Oui, et puis c'est pas des pros, donc tu peux pas leur en vouloir. Au contraire, c'est beau, tu vois. Mais toi, t'es là, tu vois tout ce qu'il faut. Bon, je suis sortie heureuse d'avoir partagé ce moment-là, mais l'artiste était un peu frustré. Et en sortant là, je me suis dit, mais en fait, tu sais, souvent les artistes, ils attendent qu'on les appelle, que le téléphone sonne, et avant qu'on t'appelle, alors il peut sonner, mais en plus avec ton projet idéal. Moi, je connais pas beaucoup d'artistes à qui c'est arrivé. Et je me suis dit, mais finalement, le spectacle de mes rêves, il y a une seule personne qui le connaît. C'est moi. Donc, il est en moi. Et donc, j'ai commencé un peu à rêver, à me dire, tiens, je me souviens très bien, c'était un samedi, il faisait beau, j'étais chez moi, c'était en janvier, je pense. Et je disais, tiens, le spectacle de mes rêves, il y aurait quoi? Bon, là, c'est sûr, il y aurait des chansons que j'adore, et ça raconterait l'histoire d'une personne qui part à la conquête de ses rêves. De toute façon, c'est ton leitmotiv. Je ne dis que ça, toujours dans tous les sens possibles. Et du coup, je me suis dit, alors mes chansons, j'ai pris la liste de mes trentaine de chansons préférées au monde. Et puis je me suis dit, tiens, le fil de l'histoire, ça commencerait petite avec un papa et une maman, le papa qui l'aide, la maman qui est très formatée, genre il faut avoir un métier, des petits enfants, gna gna gna. Et je me dis, hey, attends, j'ai deux chansons qui parlent de ça. Le papa, c'était Where my heart belongs to daddy, Marilyn Monroe. En français, c'est oui, mon cœur bat pour mon daddy. Tu vois, j'ai tout transformé en français. Et tout était en français d'ailleurs. Et donc, ça racontait son père qui l'aide et tout ça. Et sa maman, non, sa maman, elle veut pas. Alors du coup, c'est ne dites pas à maman que derrière, je fais des trucs. Et il y a la chanson dans Cabaret, Don't Tell Mama, ne dites pas à maman, qui en plus est géniale, super drôle. Et qui en plus c'est une nana qui est dans les cabarets, etc. Et mon histoire s'ancre dans un grand cabaret où c'est en fait une meneuse de revue qui, le dernier jour de sa fabuleuse carrière, dit adieu à son public adoré, qui l'a suivi toute sa carrière, et refait un flashback sur sa vie. Et on revient au premier temps, etc. Et donc ça correspond. Et sur tout le chemin de l'histoire, j'ai collé ces chansons qui correspondaient profondément. À un moment, il y a un problème, elle se fait pas respecter. Respect, Aretha Franklin, une de mes chansons préférées, qu'on a faite dans une méthode, ça c'est un mode, et ça c'est la super idée de mon metteur en scène Philippe Davila, dans un mode hyper doux, où c'était pas respect super fort, c'était
tout doux. Et les chants, au début, en fait, même les premières notes, on a fait un peu un truc différent, toujours sur l'idée de Philippe Davila et de Vincent Gaillard, mon pianiste et arrangeur, hein, qui a fait des trucs, mais ils ont fait des trucs de dingue, quoi. Et c'était tellement beau. Et ça commence par d'autres notes, et puis ça arrive, et au fur et à mesure, les gens se rendent compte que c'est respect. Et tout fin, sur le fil d'une voix cristalline. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Les gens étaient dingues, et moi aussi d'ailleurs, c'était tellement beau. Et là, à cet endroit-là, elle dit, mais c'est pas possible, en fait, je veux juste du respect, quoi. C'est bon. Et en fait, à chaque fois, et on est passé sur du Aretha Franklin, qui y avait Barbra Streisand, Frank Sinatra, enfin tous les grands standards, comédie musicale, jazz, variété américain. Donc j'ai tout adapté en français, c'était formidable. Bon, ça c'était, là je parle de Mademoiselle, le deuxième spectacle, parce que le premier c'était Love Cabaret, et puis Mademoiselle qui était le deuxième. Et donc voilà, et en fait, comment on est arrivé à Mademoiselle, parce que je suis allée un peu vite, en fait, j'ai oublié l'étape où, donc quand j'ai fait mon spectacle Love Cabaret, où de fil en aiguille, j'arrive à monter ce spectacle-là, et que je me retrouve sur scène, eh bien, il y a Philippe Davila qui vient, et qui dit, mais c'est génial, c'est un ami de Belgique, et il dit, faut que tu ailles plus loin, et je dis, mais oui, mais j'ai pas d'argent pour me payer finalement, un metteur en scène, non, c'est comme ça commence comme ça. Il m'a dit, tu sais, demande à quelqu'un de passionné. Ben, j'ai dit, toi, je te demande parce que j'adore ce que tu fais. Il m'a fait oui avec grand plaisir, et ça s'est fait. Donc ne pensez pas, ne dites jamais non à la place des gens, en fait. C'est la leçon. Ça, je pense, c'est un super conseil. On en a déjà parlé là dans le podcast, notamment avec Nathalie Edinger. C'est que souvent on se dit, ah mais si je lui demande ça, il va dire non. Mais qu'est-ce que ça coûte de demander rien, et au pire on te dit non, mais au moins il faut essayer. Ne répondons pas à la place des autres. Et il y a un livre qui est génial pour ça, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, qui est un peu le parrain de mon livre et qui en a fait la préface. Mais L'homme qui voulait être heureux, c'est vraiment mon livre de chevet que j'ai offert genre 50 fois aux gens qui sont pas forcément, c'est un roman, donc c'est pas du développement personnel, en tout cas qui se dit, mais en fait oui. Et en fait il y a un exercice que c'est quelqu'un qui est coincé à Bali, pas un photographe, quelqu'un qui rêve d'être photographe qui est coincé à Bali, et il prend son avion dans 3 jours. Bon, il y a rien à faire, on lui parle de ce sage, il va voir le sage, et le sage lui donne plein d'exercices et tout ça. Et un exercice, c'est demande de l'argent aux gens. Et en fait, il dit, mais non, mais tout le monde va me dire non. Écoute, va, ton exercice, et tu demande de l'argent aux gens. Et en fait, personne lui dit non, quoi. Il devient dingue, et il demande des trucs de dingue, et tout le monde lui dit chaque fois oui. Et donc, en fait, vous pensez que tout le monde va vous dire non, c'est la leçon de ça. Mais en fait, les gens disent pas, loin de là, toujours non. Surtout quand on apprend à bien expliquer pourquoi, en quoi c'est important, en quoi il participe à quelque chose de beau et d'important. Mais oui, c'est ça. Mais surtout que nous, souvent, enfin moi je sais que parfois ça m'est déjà arrivé d'avoir ce schéma de pensée, et il suffit parfois de te dire non mais regarde, moi j'ai accepté ça dans ma vie, et enfin dans ma vie des autres ou quoi, mais en fait si moi je l'ai fait, pourquoi les autres le feraient pas pour moi, ou pour c'est oui. Et en plus il y a plein de raisons pour lesquelles les gens diront oui. Déjà aider quelqu'un, c'est être quelqu'un de bien, donc se sentir utile. Ça peut être aussi, tu te vois dans l'autre, tu vois l'autre quand tu as été jeune, tu dis ça me touche, donc je vais l'aider. Ça peut être aussi, pour plein de raisons en fait, et on connaît pas les raisons des uns et des autres. Il faut juste apprendre à bien expliquer. Ça fait partie d'un chapitre, c'est demander pour recevoir, dans le livre d'ailleurs j'en parle. C'est quoi, c'est clé numéro 10, demander pour recevoir, c'est-à-dire que les gens ne sont pas des télépathes. Si ça se trouve ils ont des choses pour vous, ou ça leur ferait plaisir, ou il y a une raison que vous ne connaissez pas. Mais il faut savoir bien présenter les choses. Et moi j'ai eu des trucs de dingue parce que j'arrivais à faire comprendre en quoi c'était important et en quoi il contribuait à quelque chose de bien. C'est ça. Ouais, ça m'a fait sourire le nom de ce chapitre, parce que je me rappelle pas grand chose de mon bac, mais je me rappelle de mon sujet ça va être la philo, donner pour recevoir, est-ce le principe de tout échange? Et c'est marrant parce qu'en effet, du coup j'avais eu 3 heures ou 4 heures pour plancher sur ce sujet, et c'est vrai que c'est un vrai, quand tu donnes, tu reçois, en fait finalement. Avec du recul, quand tu donnes, tu reçois toujours, parce qu'en fait, rien que de voir la personne heureuse, ça rend heureux aussi. Oui, et puis moi je pense que donner pour donner,
tout donner, c'est la seule façon d'aimer. C'est primordial. En fait, c'est le plus beau geste du monde, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui donne énormément. Après, j'ai aussi quand même appris à donner aux bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas dans le partage, qui prennent et qui ne respectent rien, etc. Donc, j'ai appris à les repérer. Et ce n'est pas un service de leur donner parce qu'il faut qu'ils apprennent des choses. Donc, j'ai arrêté ça. Mais mon monde idéal, et du coup, j'y contribue, parce que si tu contribues pas à ton monde idéal, c'est un peu dommage, c'est qu'on s'entraide tous. Ouais. Et si on s'entraide tous, une fois toi, une fois moi, et puis une fois peut-être quelqu'un d'autre, si c'est pas toi, on n'est pas à compter les points, on s'en fout, mais si on est tous à se fédérer les uns les autres, qui s'entraidons. J'en parlais récemment avec justement Raphaël Giordano, qui est une femme formidable, qui a écrit des bouquins incroyables, qui ont fait du bien à des tas de gens, et qui est une femme simple et généreuse. Mais pareil, elle m'expliquait que Bernard Werber lui avait donné des super conseils. Moi, Laurent Gounel, il m'a donné des super conseils. Cette belle entraide, ces gens n'ont pas besoin d'avoir un truc en retour là où ils sont. Mais ils sont gentils, ils sont généreux, ils donnent. Et peut-être qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui aussi, parce qu'ils ont ce grand cœur et ce truc de non-calcul. De toute façon, moi, je peux vous le dire, mais vraiment, écoutez bien ce que je dis, parce que c'est quelque chose, un choc de ma vie. Moi, j'ai vu petite des gens qui faisaient les choses par intérêt, par calcul. Je n'ai vu aucune de ces personnes heureuse. Alors, on croit qu'on gagne à un moment. Tu perds parce que tu n'es pas une belle personne, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais, on s'en fout pour toi, mais en fait, t'es pas heureux, tu fais le bien, c'est moche, quoi. Et en fait, quand tu es dans le don, mais pas le sacrifice, attention, dans le partage, et quand tu peux aider, tu aides. Mais si c'est pas possible pour toi, tu ne te tues pas, tu ne te coupes pas en mille, parce que les gens qui se sacrifient, il se passe autre chose. C'est des gens qui veulent être aimés, qui veulent justifier leur à quoi je sers, parce qu'ils pensent qu'ils ne servent à rien. Voilà, il faut donner pour les bonnes raisons, parce qu'on peut aussi se perdre dans tout donner, trop donner. Moi, très honnêtement, c'est ce que j'étais avant, quand j'étais en Belgique, et je me coupais en mille pour les artistes qui n'avaient aucune reconnaissance, quoi. Et pourtant, on s'adorait, mais ils ont dépassé des limites, et je ne les ai pas mises, ces limites, mais parce que à l'époque, très honnêtement, n'ayant pas eu d'amour petite, je cherchais de l'amour. J'en ai toujours beaucoup donné, parce que j'ai toujours été une sorte de fournisseuse d'amour, de puits d'amour, mais du coup, en fait, j'ai compris que de toute façon, les gens, si tu veux être respecté, il faut que tu te respectes toi. Donc voilà, tu montres ton mode d'emploi, et aussi que finalement, l'amour dont tu as besoin, il est en toi, et qu'en fait, tu te nourris de cet amour qui est en toi. Tu arrives avec de la bonne manière à l'autre. C'est-à-dire pas pour qu'il compense tes manques, mais juste parce que tu as envie de partager quelque chose de joli avec l'autre. Et là, du coup, on est bien. On est complètement d'accord, parce qu'en fait, finalement, tu te retrouves à attendre des choses des autres qui n'est pas juste vis-à-vis d'elles, qui n'est pas juste vis-à-vis de toi, et ça crée du coup un déséquilibre dans la relation. Et en fait, oui, même si évidemment on a besoin des autres pour pouvoir être heureux, parce qu'on est un animal social, mais il y a des choses où c'est à nous-mêmes de nous les offrir, en fait. Et c'est Maud Ankawa qui a écrit un livre, deux même, le deuxième qui s'appelle Respire, et à la fin, il y a l'espèce de sage, parce que c'est un peu la même métaphore, qui lui dit, pense juste à quelle est la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, quoi qu'il se passe. Exactement. Et en fait, la réponse, elle est rapide, c'est soi. Et donc, du coup, même si on est fou amoureux, qu'on aime ses enfants d'un amour infini, il y a une personne avec qui on va vivre toute sa vie, c'est soi. Donc, autant s'aimer, parce qu'on va passer beaucoup de temps avec nous-mêmes. Complètement. Et il y a une grosse arnaque sur la relation, et surtout la relation amoureuse, où on attend de l'autre qu'il remplisse nos besoins, puisque s'occuper de soi, ça se fait pas. Il faut être là pour l'autre, toujours bloqué, on attend de l'autre qu'il remplisse nos besoins. L'autre attend de nous qu'il remplisse ses besoins. Or, qui connaît mieux que nous nos besoins? Nous-mêmes. Personne d'autre. On n'est pas des télépathes. Donc, en fait, le truc, il est biaisé dès l'origine. C'est-à-dire que l'autre ne saura jamais, au fond de toi, ce qui est vraiment bon, important, essentiel, pourquoi ton cœur
pourquoi ton âme vibre et toi, tu ne seras jamais pour l'autre. Donc, t'attends qu'il remplisse ça, mais il ne peut pas le savoir. Donc, de toute façon, à un moment, ça foire où il y a de la frustration. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, vraiment, remplis-toi toi-même. Et d'ailleurs, il y a une petite théorie, que je me suis faite toute seule. Hein, je me suis dit, ok, je passe ma vie à chercher, réfléchir, essayer de comprendre. Ok, imagine que tu es super amoureux de quelqu'un, amoureux, amoureuse. Pendant 3 mois, c'est l'amour fou, donc tu te sens super bien, tu te sens, on va dire, complet, tatati, tatata. Et puis, cette personne-là, en fait, tu te rends compte qu'elle t'a trompé, qu'elle n'en a rien à foutre de toi. Pourtant, l'amour, tu le ressentais, il était vrai. Mais c'était pas son amour, puisque c'était faux. Donc, c'est quoi l'amour? C'est cette sensation qu'on a qui est due à la sécrétion d'hormones dans ton cerveau, qui sont sécrétées parce que la situation fait que ça génère cette sécrétion d'hormones. Mais donc, c'est pas l'autre, ça se passe dans ton corps. Donc, comment faisons-nous pour justement nourrir notre corps, notre cœur, notre cerveau, pour qu'on soit complet et s'apporter nous-mêmes? C'est parce que c'est la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut être autonome à ce niveau-là. Donc, s'apporter l'amour dont on a besoin, répondre à nos besoins, et donc, pour arriver entier à l'autre, sans lui demander des choses qu'il ne pourra pas faire et qui vont faire que finalement, ça va foirer. C'est ça. Voilà, c'était ma petite théorie. Non, mais vraiment, j'y crois. Sans aucune transition, comment tu écoutes ton intuition? Écoute, alors il y a la petite voix déjà, cette fameuse petite voix qu'en général on entend après et qu'on se dit c'est vrai, je le savais. Celle-là, en fait, je m'en suis rendu compte suite à une relation avec quelqu'un à distance, et en fait, chaque fois que je raccrochais, on se parlait beaucoup au téléphone du coup, chaque fois que je raccrochais, je me sentais bizarre, mais j'avais pas conscientisé. Et un jour, je raccroche. Et là, on avait parlé pendant 95% du temps ou 90% du temps de lui, 8% de nous. Et à un moment, il me fait « Au fait, toi, ça va ?» Et je fais « Oui, oui, tout à fait. » Et puis finalement, je sens qu'il n'entend pas, en fait. Il s'en fout, mais royalement. Et donc, on va dire 2% de nous parce que je suis généreuse. Et là, en raccrochant, j'ai de nouveau ce mal-être, mais là, je le conscientise. Je fais « Mais en fait, il est amoureux de la relation. Il n'est pas amoureux de moi. En fait, moi, il s'en fout. Je suis la projection du truc idéal, mais c'est pas moi, et c'est pas qui je suis en fait, il s'en fout. Et du coup, je fais, mais je l'avais senti cette petite voix, juste je l'avais pas conscientisée. Et à partir de ce moment-là, c'est il y a longtemps, j'ai commencé à essayer vraiment de faire attention à cette petite voix et de lui donner de plus en plus de place et de plus en plus tôt. Donc il y a ça, la petite voix, et puis le flow. Moi j'appelle ça, je suis le flow. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai une envie, où je sens vraiment l'excitation, de la vraie envie. Je me dis, je vais le faire, on verra. Et donc parfois je commence et finalement ça part tout de suite ailleurs, et, on laisse tomber. Et puis parfois ça va beaucoup plus loin. Par exemple le podcast Viser la Lune, où j'interviewe des artistes qui racontent justement les coulisses de leur réussite, et on comprend qu'il y a des hauts et des bas et que c'est très bien comme ça. Eh bien, fin 2019, j'ai un truc comme ça. Je vais faire un podcast et je veux que ce soit justement pour parler des rêves et de ce qu'il y a derrière les rêves et de l'idée qu'il faut persévérer, que c'est les gens qui persévèrent, qui réussissent leurs rêves. Il faut que ce soit des artistes, parce que si moi je le dis, tout le monde s'en fout. Si j'ai des artistes vraiment connus, les gens vont écouter, puisqu'ils prouvent cette réussite. Et du coup, je me souviens, c'est toutes les vacances de décembre 2019, j'ai passé, mais genre pareil, 16 heures par jour à étudier comment on fait un podcast, lire des articles, écouter des podcasts qui t'apprennent à faire des podcasts, tenter des trucs, réfléchir, faire mes concepts, faire mes visuels. Enfin, j'étais à fond. En ces 2 semaines de vacances, j'avais tout fait, tout compris, tout, mais je ne faisais rien d'autre, et c'était presque jour et nuit. Et du coup, voilà, j'ai monté le podcast et j'ai fait 2020, c'était mon projet podcast, et c'était génial. Bon, qui s'est un petit peu arrêté avec le confinement, et comme entre-temps, du coup, j'ai fait autre chose, je suis passée à autre chose. Mais la conférence, pareil, ma conférence, la magie de croire en ses rêves, je l'avais en tête depuis longtemps. Mais en fait, t'as des trucs en tête, et puis t'as des trucs où tu dis, tiens, là, je le sens, c'est le moment. Et quand je sens c'est le moment, c'est mon flow, ça. Et là, pareil, on venait d'une année et demie de confinement un peu compliqué, une bonne année. Et je suis coach aussi, donc moi j'accompagne des gens, et ma casquette de coach, je l'ai remise beaucoup plus, où il fallait vraiment accompagner des gens
qui partaient dans des grands délires de panique, alors que en fait, quand tu voyais les choses de près, il se passait rien de dangereux dans leur vie, mais cette peur qui a été montée un peu en épingle et qui a fait qu'on est bien resté chez nous, et il le fallait à ce moment-là, mais voilà, il y a des gens qui sont vraiment partis en vrai. Donc j'ai beaucoup accompagné, et en fait là je me suis dit non mais entre ça et le fait qu'il y a des tas de gens qui se remettent en question, qui vont avoir besoin de ressources pour changer de vie, parce que j'entendais beaucoup de ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Du coup, je dis ok, la conférence, je vais la faire. Donc j'ai monté, et en fait, elle décrypte pourquoi on a la main sur notre vie et une majorité de gens ne vont pas vers la vie qui leur ressemble. Donc pourquoi ça? Comment on fait pour craquer le système? Quel est le secret des gens qui réalisent leurs rêves? Et puis, comment finalement on peut changer le monde en changeant justement ça chez soi? Et c'est une super conférence que j'ai encore faite il y a quelques jours avec des retours de dingue, et qui est complémentaire au livre en plus, parce que là, c'est toute l'explication de pourquoi du comment. Et dans le livre, il y a un peu ça quand même, parce que c'est important de comprendre, mais il y a beaucoup d'exercices et de pratiques, parce que maintenant, il faut s'engager, il faut y aller, il faut le faire nous-mêmes. Faut que ça change. Et ça, du coup, c'est des conférences que tu fais auprès d'entreprises? Alors là, c'est plutôt dans des salons, auprès de publics jeunes, des associations. Là, j'ai fait ça à l'ENA l'autre jour. C'était génial. Avec France Télévisions et l'association Déclic. Là, je vais faire prochainement sans doute avec une autre asso. Et pourquoi pas, oui, prochainement. J'ai fait à l'IUT Lyon 2. J'ai aussi fait pour des artistes en formation avec l'école Léas. Enfin voilà, plein de petites interventions. Mais oui, comme de toute façon, ça parle à tout le monde et que c'est vraiment pour que chacun donne le meilleur de soi. Enfin voilà, là, dernièrement, la conférence était au Salon du Bien-être. J'avais vraiment tous les publics et tous les âges. Les gens sont venus me parler derrière en me disant, mais c'est un boost de vie, quoi. C'est une survitamine, et ça redonne de l'espoir, ça donne la pêche, et aussi ça ouvre un champ des possibles. Et voilà, et bon, évidemment, il n'y a rien qui me touche plus que ça, puisque moi, ma mission, c'est ça, de dire aux gens c'est possible, de redonner la pêche, grâce au coaching, d'aider aussi à trouver comment le faire, et d'accompagner les gens sur le fait de déployer leurs ailes et qu'ils y aillent, quoi. Parce que je comprends que ce soit pas toujours évident, et que franchement, le coaching, en faisant mes études de coaching, je me suis rendu compte à quel point c'était d'une efficacité, mais franchement, moi j'ai accompagné des gens après mes études, les bras m'en sont tombés de transformation, et moi j'ai vu des vies changer en 3-4 mois, parce qu'un coaching c'est pas non plus lisant, quoi. En 3-4 mois, j'ai vu des vies changer, je n'en revenais pas, la puissance de ça. Qu'est-ce qui t'a fait du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te former au coaching? Parce qu'en fait, j'ai toujours accompagné les gens, j'ai toujours écouté les gens, je les ai toujours accompagnés, et à un moment je me suis dit, puisque j'avais lu plein de livres de développement personnel, de psychologie, etc., j'étais consciente des phénomènes de projection, de transfert et tout ça. Et je me suis dit, là, vraiment, ok, ça aide énormément les gens. J'ai toujours su quoi leur dire. Vraiment dingue. Mais je me suis dit, attention, parce que, ok, c'est juste, ça marche, etc., mais peut-être que tu dois faire attention de ne pas donner des conseils à travers ton prisme à toi, parce qu'on est tous différents, et ce qui est bon pour moi, ne sera pas forcément bon pour les autres. Alors, tout ça, c'était toujours bien fait, mais moi, j'aime bien faire bien les choses, et c'est le respect aussi de l'autre et de la confiance que l'autre me donne. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire des études de coaching parce que j'adore faire ça, mais on va bien le faire. Et j'ai trouvé cette école, David Lefrançois, qui a aujourd'hui l'Institut des neurosciences appliquées, mais avant ça s'appelait Coach Up Institute, et on a eu une année, j'ai regardé plusieurs cours et tout, et lui c'était le truc le plus complet, c'était puissant, et puis j'ai fait un rendez-vous avec lui avant de m'y mettre, et tout ce qu'il disait, j'aurais pu le dire, je l'avais pas encore théorisé, etc., mais je buvais ses paroles, et je fais non mais c'est une évidence que je dois faire ça là, quoi. Donc c'est une année intense, parce que je travaillais en parallèle, donc de cours, des séminaires, de formations, on a été coaché, on a dû coacher, à la fin on a dû rendre un mémoire, on avait des examens aussi, donc super sérieux, d'une richesse incroyable. Et du coup j'ai fait vraiment ça pour ça. Donc en fait je pense que je suis coach en moi, mais donc je ne suis pas devenue coach parce que j'ai fait des études de coaching. J'ai fait des études de coaching parce que j'étais coach et je voulais avoir les bons outils pour accompagner les gens, parce que c'est très important, c'est une vraie responsabilité, et qu'en plus, si je pouvais décupler, déjà l'effet était génial, mais si je pouvais décupler l'effet, allons-y, quoi. Et c'est dingue comme ça marche, c'est hallucinant. Comment tu célèbres tes réussites?
Écoute, je les célèbre de mois à mois, mais si tu veux, pour moi, c'est jamais fini. Donc, je suis hyper heureuse. Tu vois, j'ai pas de petit sacre. Ou tu vois, je suis hyper heureuse. Je suis heureuse. Je me remercie parce que j'y mets tellement de moi qu'on fait rien tout seul. Mais je sais que ma part, je la fais fois 10, fois 100, fois 1000. Donc, je me remercie vraiment ça, mais j'y passe pas 12 heures parce que j'ai toujours un rêve derrière, quoi. Donc je suis heureuse et merci et voilà, mais c'est que ok, maintenant on fait quoi? D'ailleurs, j'avais vu du coup sur les réseaux que tu étais amie avec Raphaël Giordano, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Et au moment de cette question de lui dire comment tu célèbres tes réussites, elle avait conclu qu'elle célébrait pas assez. Donc si tu es une de ses amies, tu peux lui rappeler qu'elle s'était engagée à célébrer plus. Tu lui diras de ma part. Je n'y manquerai pas, je n'y manque. On est allé au théâtre en plus récemment. Bah oui, c'est pour super. ça. Ouais. Je n'y manquerai pas. Non, c'est vraiment une merveilleuse personne, tellement vraie, tellement gentille, tellement humble, tellement généreuse. Comme Laurent Gounel, comme Bernard Werber, je connais tous les trois. Laurent, mais je ne lui dirai jamais assez merci des conseils qu'il m'a donnés. Et puis il a lu le livre, il m'a dit, mais ça m'a donné la pêche, j'adore. C'est des notions qu'il connaît évidemment, c'est un maître en développement personnel, mais il m'a dit, ça m'a tellement donné la pêche, ça m'a fait plaisir de relire ces choses-là, c'est un super bouquin. Waouh, tu vois, et puis pareil, Bernard Werber, c'est vraiment quelqu'un de gentil. Enfin voilà, il y a plein de gens super gentils. Eric Emmanuel Schmitt aussi, qui a accepté parce qu'on parle que des auteurs, mais il y a plein de gens qui ont accepté parce que dans le livre, en fait, il y a des témoignages. Ils m'ont donné des témoignages, donc des gens comme lui, comme Pascal Légitimus, Jarry, Alain Chamfort, Philippe Croizon, qui est incroyable aussi, Daniel Lévy, Laurent Ruquier. Voilà, Marianne James, enfin tous ces gens-là, Eddie de Pretto, Philippe Geluc, tous ces gens-là, je les remercie parce que c'est des gens que j'avais interviewés et qui ont accepté que voilà, que ces témoignages, qui correspondent évidemment à la thématique de chaque chapitre, participent aussi au livre pour vraiment que les gens voient bien que on est très nombreux à être passés par là et que ce chemin-là, on le connaît, qu'on a envie de le partager parce qu'on sait que ça fait du bien et les gens qui sont heureux, ils ont envie que les autres soient heureux, quoi. Mais après, c'est aux autres à prendre les choses en main et en lisant des livres, en prenant des coachs, peu importe le chemin, comme ils ont envie de le faire. Il n'y a pas une recette, il y a sa propre recette. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul et que l'avantage du coach, je parle pas que de moi, il y en a plein, aller vers des gens qui, par bouche à oreille, vous savez qui est efficace et tout ça, mais l'avantage du coach, c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre vie. Et donc, il va pas vous conseiller en fonction de ses objectifs ou parce qu'il a peur pour vous ou pas en projetant ce que lui, il aimerait. Le coach, non seulement il a tout un process de questions, etc., mais il va pas vous conseiller, en fait. Il va aller faire sortir de vous justement ce que vous cherchez et vous accompagner dans le fait de mettre en place. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant un coach. Et donc, il n'y a pas d'investissement émotionnel. Donc, on n'a pas de peur ou de projection émotionnelle, etc. Donc, c'est super. Mais si vous pouvez pas prendre un coach, il y a des livres formidables. Il n'y a pas que le mien. Je deviens l'artiste de ma vie. Il y a plein de livres. Moi, je me suis construite avec ça. Mais s'il n'y a pas d'exercice, d'une manière ou d'une autre, mettez en il faut mettre en application, bien sûr. Mais oui, sinon, dans 2 mois, c'est oublié. C'est sûr. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Depuis que je suis toute petite, grâce à mes rêves. Tu sais, quand t'es tellement concentré sur tes rêves, tu ne doutes pas. Parce que tu ne te poses pas la question. Tu sais que c'est ça qu'il faut et tu te poses pas la question de dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis pas compétente, est-ce que c'est tellement puissant que c'est une évidence. Si tu choisis ton rêve de manière juste, c'est ce que tu es en fait, ton rêve. Donc il n'y a pas de question à se poser. C'est ton essence. Donc je me la suis jamais posée. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, on pose pas la question de dire mais Isabelle, tu fais des podcasts, tu es journaliste, tu es artiste, tu écris des bouquins, choisis. Jamais on m'a dit ça. Je peux te dire que j'aurais fait ravaler sa langue. Et c'est très intéressant parce que j'ai un ami, Julien, que j'adore, qui est un jeune homme formidable, qui est pareil, il fait des podcasts, il chante super bien, il présente des émissions, il fait 12 milliards de trucs, et lui, il avait ce problème-là, de faire plein de choses.
Et du coup, comme bon, moi je viens de la Belgique, donc on se pose moins de questions là-dessus, mais en France, on est dans des cases, et donc si t'es pas dans ta case, t'as pas le droit. Et il était là-dedans, il dit j'ai pas le droit d'être tout ce que je suis, je dois être une seule chose et tout. J'ai dit Juju, j'ai une idée pour toi. Ah bon, tu es une seule chose. Ah bon, tu es slasher. Hein? Vas-y, raconte. Eh ben, t'es slasher. Tu fais tout ça, tu es podcasteur / présentateur / chanteur, et du coup, tu n'es qu'une chose, tu es dans une case, donc t'es tranquille, mais tu es slasher, et donc t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Et ça a tellement bien marché qu'il a fait, mais oui, c'est génial, il est devenu Julien. À un moment, il faisait Julien le slasher, Slashing Mania sur les réseaux, etc. Et du coup, il s'est déployé, quoi. Et du coup, ça revient aux autorisations qu'on se met soi-même. Et au moment, à la période où lui-même se posait des questions, on lui disait, mais tu sais, tu dois choisir. À partir du moment où toi, tu te poses plus la question, c'est une évidence, et ton énergie est tellement forte, les gens, ils vont même plus oser. Ils peuvent, peut-être qu'ils le disent derrière, alors je m'en fous. Et au contraire, non, les gens me disent, tu prouves que c'est possible, bravo, mais comment tu fais? Et du coup, j'explique. Oui, en fait, à partir du moment où il y a le sens autour de tout ça, à partir du moment où finalement c'est cohérent, en fait, finalement, moi souvent on me dit mais c'est quoi ton métier? Je dis en fait j'ai un podcast, j'ai écrit un livre, j'ai créé un bilan de compétences, mais en fait, moi ma mission à moi c'est d'aider les gens à retrouver du sens dans leur vie. Après, les outils, ils sont, peut-être que demain je ferai un nouveau truc et je sais même pas ce que c'est, mais en fait, c'est quelle est ma mission et quels sont les moyens plutôt que quels sont les moyens qui sont la mission. Et je vais même te dire un truc par rapport à ce que tu as dit. Tu dis c'est cohérent, effectivement, tout est cohérent, c'est ça. Et je vais même te dire un truc, même si c'était pas cohérent. Tu sais si tu as envie, tu as envie de le faire. On y va. Si c'est important pour toi, il y a peut-être des gens, ils adorent être comptables et ils adorent peindre. Alors, soit ils vont mettre des calculs dans leur peinture, mais même si non. Oui, bien sûr, on est d'accord. Non, mais pas cohérent. Quand je dis cohérent, c'est cohérent par rapport à qui tu es aussi. Oui. En gros, par rapport à ce qui t'anime, en effet, parce que t'as des gens, ils ont besoin de par exemple, cette créativité qu'ils auront pas dans leur job. Pour plein de raisons, ils vont pas changer de job à ce moment-là parce que c'est pas possible pour plein de raisons. Peut-être qu'ils aiment leur job. Ou peut-être qu'ils aiment leur job aussi. Ça existe aussi, hein, ça. Ah bon, merde. Non, mais t'as des gens qui savent qu'il manque un truc dans leur job et et t'as des gens qui aiment leur job et heureusement d'ailleurs. Mais t'as des gens qui se disent tiens, en fait, il me manque un truc dans mon job. Moi d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon bouquin sur et si je changeais de métier. C'est bien une question. Et si je change de métier, c'est pas change de métier, c'est pas t'es pas obligé de changer de métier pour pouvoir trouver un truc pour être bien dans ta vie. Mais c'est vrai que parfois, en effet, il y a des trucs où t'as juste besoin d'un truc en plus dans ta vie pour te sentir bien et aligné. Et pareil, ton rêve, c'est quelque chose de génial, etc. Mais ça veut pas dire que ce sera facile tout le temps, ça veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, et ça veut pas dire que du coup, si tu fais que ça, autre chose ne te manquera pas. Par exemple, si ton rêve c'est d'être peintre, tu fais peintre et compagnie, si t'es tout seul face à ta toile tout le temps, peut-être que les autres vont te manquer. Donc peut-être que d'avoir un boulot à côté, ça permet de répondre à tes différents besoins. Mais comme tu dis très très bien, Charlotte, c'est vraiment chacun en fonction de ce qu'il est. C'est pour ça aussi que dans le livre, je répète tout le temps, il n'y a pas de recette, c'est votre vie, choisissez. Faites comme vous voulez. Et s'il y a un truc que j'aimerais que vous gardiez, si c'est ça, vous êtes libre. Vous êtes libre et faites les choses comme vous voulez. C'est votre vie. Ouais, parce que finalement, les barrières, on est les seuls on est les premiers à se les mettre nous-mêmes, en fait. Exactement. Il faut arrêter ça. Et on peut arrêter ça. C'est vrai. C'est quoi la réussite pour toi? C'est d'être heureux et de faire ce qu'on aime et d'arriver à faire ce qu'on aime dans le bonheur, la joie et le partage. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, c'est ça la réussite. Vraiment. Et évidemment, de pouvoir vivre suffisamment bien, mais de ça ou d'autres choses. Mais en tout cas, de pouvoir exprimer notre cœur, notre âme et ce pourquoi on est là, en fait. Ce qui nous rend fondamentalement heureux, quoi. Ça, si on y arrive, c'est pas possible de pas avoir réussi sa vie si on fait ça. Donc, c'est ça, pour moi. Qu'est-ce que tu penses que la petite Isabelle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Ouf, là tu vas faire pleurer. Je pense que j'avais beaucoup de peur, de tristesse, de mal-être, comme je te l'ai dit, et je pense qu'elle me dirait bravo, quoi. Bravo aussi pour toute l'énergie, le travail, mais
au-delà du raisonnable, hein, quand même, t'as pas lâché, t'as bossé parfois jour et nuit, hein. Oui, 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 et elle me dirait, elle aurait envie de partager ça avec tous les petits-enfants en souffrance du monde, et leur dire, vous inquiétez pas en fait, croyez en vous, ça ira. Et croyez en vous, c'est pas genre je suis un super-héros, hein, c'est juste chacun d'entre nous a les facultés de faire quelque chose, vraiment, et de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, et d'avancer vers là où il a envie d'aller. Ça ne veut pas dire qu'on y sera à 100%, mais l'important, c'est de chaque jour avancer vers cet endroit-là, parce que quand on est sur ce chemin-là, déjà ça rend heureux. Et que je vais finalement vous dire que c'est pas tant le but, l'important n'est pas d'atteindre le but et ce rêve. L'important c'est d'être dans la joie de ce chemin-là et d'avancer, parce que de toute façon une fois qu'on atteint le rêve, il y en a toujours un autre derrière, sinon on va où, on fait quoi? Donc Lao Tzu, j'y reviens, le but c'est le chemin, et c'est pour ça que choisir le bon chemin, parce qu'on a réussi à choisir le bon but, et c'est bien de se poser les questions, et bien c'est ce chemin-là qui est beau, et on va partager, on va apprendre, comprendre, grandir, déployer nos ailes, faire des choses qu'on adore, rencontrer des gens super. Enfin, c'est tellement chouette la vie comme ça, quoi. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? J'aime pas ce mot-là. Il y a un super livre qui s'appelle Les renoncements nécessaires de Judith Viorst, qui dit que chaque phase de la vie est finalement une étape dont il faut faire le deuil. Et que pour avancer, il faut avoir fait le deuil et que souvent on avance sans avoir fait un deuil, et donc c'est un livre génial, lisez-le. Bon, c'est vraiment de la psychologie, donc faut aimer le fond de la psychologie, mais on comprend plein de choses là-dessus. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de coaching. Tu l'as lu, Charlotte, ce livre? Je le conseille vraiment, c'est exceptionnel si vous aimez les choses psychologiques, mais c'est très facile à lire et tout. Et disons que en fait, renoncer, en fait, j'aurais pu te dire le côté artistique, d'être artiste à 100%, mais en fait, l'important pour moi, c'est d'exprimer ça. Donc, je continue à chanter, à danser, donc je le fais. J'aimerais le faire un peu plus, honnêtement, avoir un petit peu plus d'endroits, mais là, je prépare des trucs. Mais je sais pas si j'ai des renoncements dans ma vie, parce que aussi, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'absolument positif, donc je ne les vois pas. Peut-être que j'ai renoncé à des trucs, mais moi, pour moi, c'est pas un renoncement, puisque ça me va, puisque je vais ce vers quoi. Mais par exemple, toi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants, mais ce n'est pas un renoncement. J'adore les enfants, mais la vie que j'ai de liberté, de pouvoir partir à gauche à droite, transmettre mon message sur scène en tant qu'artiste, sur scène avec les conférences ou avec le livre, sur des signatures à gauche à droite, ça c'est vraiment, je suis fondamentalement convaincue que je suis là pour transmettre ce message, même si ce n'est qu'une histoire que je me raconte peut-être. En tout cas, je sais que ça fait du bien, et ça, je ne me le raconte pas. C'est les milliers, non, oui, ou les centaines et les centaines, en tout cas, de retours que j'ai en ce sens-là. Donc c'est ça mon purpose, ce pourquoi je suis ici, vraiment. Et si j'avais des enfants, où je renoncerais à ce qui est vraiment ma mission de vie, où je la ferais, et les pauvres, je leur ferais la même chose que ce qu'on m'a fait. Donc on va pas faire ça à des enfants, c'est pas cool. En revanche, je suis vachement sur la transmission, tu vois, j'aide beaucoup de jeunes, je les accompagne, ça je fais beaucoup. Mais donc voilà, j'ai pas la sensation de renoncer, parce que quand j'ai ça, alors du coup je m'arrange pour le faire. Mais c'est peut-être pas dans la dimension idéale, mais finalement, quand on veut chanter dans ses jouets, on veut chanter dans ses jouets. Alors c'est mieux de le faire pour du public, mais déjà de le partager. Moi, j'ai des cours de danse, j'ai mes copines, on donne tout, on s'éclate, voilà. Bon, c'est vrai que ce serait chouette avec une scène, mais déjà rien que ça, moi je donne tout, c'est comme si je suis sur scène, je donne tout, parce que c'est mon corps et mon cœur qui vibrent. Quand je suis avec mon coach vocal Marc,
Marc Marion, bah, on s'éclate, c'est génial, et il m'emmène plus loin et plus loin et plus loin. Donc, ça ne m'empêche pas de chanter et d'inventer. Là, je fais un truc génial. Je fais de la comédie musicale improvisée. Ah, génial. C'est dingue! On improvise des comédies musicales. Donc là, je suis avec un nouveau groupe, on fait ça, et peut-être que dans quelques années, bah, je serai pro de la comédie musicale improvisée. J'aurai des dates à gauche, à droite. Tout est possible. Donc, tu vois, moi, il n'y a pas de renoncement, je fais. Mais aussi, l'avantage de ne pas avoir des enfants, enfin l'avantage, après c'est super, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais du coup, ce temps-là, bah, il est vraiment consacré à plein de choses pour moi, pour aider, pour aller dans des assos. Ça laisse du temps, de l'énergie pour pouvoir faire tout ça. Pour plein de choses. Mais attention, ça ne veut pas dire que quand on est des enfants, on ne peut pas faire des choses. Exemple, Anne Guesquière, qui est ma directrice de collection aux éditions Erol et qui a elle-même le podcast Métamorphose, bah, c'est l'exemple de la Wonder Woman qui a des enfants, un podcast, directrice de collection, elle fait 12 milliards de choses, un magazine, etc. Donc, voilà, c'est juste, et aussi, ça fait aussi partie du livre, c'est il faut bien s'organiser. J'ai un chapitre là-dessus parce que c'est essentiel. Aller à l'essentiel. Parfois, on perd du temps sur des trucs qui sont pas du tout. Et là aussi, c'est vraiment pour ça que le livre, j'ai voulu mettre tout ça, quoi. C'est vraiment, ok, la vie, il y a plein de choses à faire, surtout dans nos sociétés avec des to-do list de malades. Qu'est-ce qu'on dégage? Qu'est-ce qu'on garde? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on délègue? Comment mieux s'organiser? Pour qu'il y ait de la place pour ça? Parce que tout le monde va pas pouvoir tout mettre de côté et c'est même pas l'objectif. Ouais. Mais c'est de libérer cet instant-là. Clairement. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer depuis ton enfance? Et comment tu l'as gérée? C'est sortir de mon enfance. C'est sortir de ce mal-être total, de dire que quand t'es pas aimé et que voilà, c'est pas cool, quand tu as l'impression d'être de la merde, de rien valoir, d'être nul, d'être moche, d'être sale. C'est compliqué en fait de vivre. Donc sortir de ça, ça a été grâce à la danse déjà, parce que moi j'étais presque mutique comme parce que quand j'étais petite je parlais pas et je me sentais incomprise, j'avais l'impression de devenir d'une autre planète, quoi. Et en plus, comme je comprenais très vite, je captais plein de choses, etc., je me sentais encore plus d'une autre planète. Et en fait, déjà la rencontre avec Sam, avec qui on a monté la compagnie spectacle, avec qui je suis restée longtemps, et l'artistique où je me suis déployée. Et du coup, j'ai fait des trucs de dingue. Et puis voilà, où j'avais des retours super beaux et incroyables. Oui, sur scène, il se passe vraiment un truc et différent et c'est ma place. Déjà, tu dis, ok, au moins j'ai une place quelque part, quoi. Et au moins j'arrive à transmettre du bonheur ou donner quelque chose. Donc au moins je sers à quelque chose, quoi. Et puis voilà, de fil en aiguille, puis tout le travail que j'ai fait sur moi, de lecture, de travail sur moi, voilà, de psy aussi, pour comprendre ce qui m'était arrivé et pour aussi ne pas culpabiliser de ce qui m'était arrivé, c'est pas de ma faute, et de même pas en vouloir en fait, parce que comme je dis dans les conférences, les parents c'est des êtres imparfaits, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs limites, et que aujourd'hui on a un fond sur le développement personnel, peut-être qu'à leur époque pas forcément, ou ils avaient peut-être pas le mot. Mes parents ils ont toujours eu des difficultés financières, mon père était malade très tôt, enfin bon, c'était n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est des gens qui ont fait ce qu'ils ont pu, et puis c'est des gens qui ne devaient pas avoir d'enfants, qui n'auraient pas dû avoir d'enfants, parce que c'était pas leur truc, quoi. Bon, heureusement, ils en ont fait quand même. Mais, parce que du coup, je suis là. Mais, t'es fille unique? J'ai un frère. Mais qui lui a fait plutôt fusion avec ma mère, parce qu'en fait, elle voulait un garçon, donc c'était parfait. En plus, on est le même jour, donc super. Mais non, mais tant mieux pour eux. Enfin, franchement, je souhaite du bonheur et tout. Bon, j'ai plus du tout de contact parce que c'est pas bon pour moi et ça l'a jamais été. Mais je souhaite du bonheur à tout être humain, quel qu'il soit. Et je sais que les gens font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Mais quand quelque chose est néfaste, j'ai dû aussi accepter de couper en fait, parce que c'était vraiment pas bon pour moi. Et à un moment, tu vois, tu peux culpabiliser, etc. Et à un moment, tu as le devoir de te protéger. Et que ce soit que ça paraisse tu vois, en termes de politiquement correct, bien, pas bien, etc., peu importe, tu dois te protéger. Quelque chose qui est mauvais pour toi, eh bien, ça doit partir. Et moi, je l'ai fait. Après, il y a différents degrés de protection, hein. Tu peux mettre les limites,
je dis pas aux gens qui s'entendent pas avec leurs parents, partez, coupez tout, pas du tout. Mais c'est mettre les limites et se protéger d'une manière ou d'une autre en fonction de qui on est. Et je dis à personne de suivre mon chemin parce que mon chemin, il me ressemble à moi. Moi, j'étais autonome affectivement très jeune. Je me suis débrouillée, mais déjà à 10 ans, je me débrouillais toute seule. Donc voilà, pour moi, c'est un chemin qui me va. Mais il y a des tas de gens qui seraient malheureux comme ça, donc il faut pas. En revanche, il faut essayer de trouver quelque chose, pas rester comme ça. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? De tout l'amour que j'ai. Je suis émue de nouveau. Et d'être restée, on m'a dit encore récemment, ce cœur pur, malgré tout ce que j'ai vécu. Et justement, d'avoir réussi à ne pas être abîmée par les trahisons, par mon enfance, par tout ce que j'ai donné et tous les gens qui ont essayé de m'utiliser, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à voir, mais il y a quand même de nombreuses années ou d'injustice, en fait, parce que je donnais beaucoup, mais parce que je donnais pas... C'est injuste par rapport à ce que je donnais, mais c'était juste par rapport à l'univers, c'est-à-dire que je donnais mal, du coup, ça me renvoyait mal. Donc, j'ai dû apprendre et comprendre ça. Mais je pense que je suis heureuse, en tout cas fière. Je suis profondément heureuse de ça, d'être restée quelqu'un d'une âme pure et qui veut toujours donner et qui suis toujours dans ma mission pour transmettre ça aux autres, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croises, là, qui connaît pas du tout ton histoire, qui connaît pas ton enfance et qui te dit que tu t'en es là que grâce à de la chance? Que la chance, on se la construit, évidemment. La chance, c'est quelque chose qu'on met en place. Après, moi, j'ai rien envie de dire si la personne n'a pas envie de m'entendre, mais qu'elle ne m'entende pas. Hein. Moi, j'ai envie de parler à ceux qui ont envie d'écouter ce que je propose, parce que ce ne sont que des propositions et qui peuvent picorer un peu ou beaucoup pour enrichir leur vie, comme moi je l'ai fait avec les autres personnes qui ont écrit des livres de développement personnel. Mais jamais je n'imposerai. Mais la chance, et évidemment, c'est un des chapitres de mon livre parce que c'est essentiel. C'est quoi? C'est laquelle? Je sais plus. Mais en tout cas, la chance, c'est quelque chose qui se met en place. Les gens qui disent je n'ai jamais de chance, bah oui, mais si t'as tes rendez-vous, t'arrives toujours en retard parce que t'as pas fait attention, ou tu foires toujours tes rendez-vous parce que tu t'es pas bien préparé, ou tu rates toujours la même chose parce que t'as pas tiré de conclusion de ce que tu étais censé apprendre et que tu n'as pas appris, bah ça s'appelle pas de la chance. Hein. C'est un peu scier la branche sur laquelle on est assise et s'arranger pour rater. Et au contraire, des gens qui se donnent les moyens de bien se préparer, d'être à leur rendez-vous, d'être ouverts au monde et d'être aussi ouverts aux opportunités. Il y a parfois des gens, des opportunités leur passent devant, ils les saisissent pas parce qu'ils ont peur, ils vont pas voir, ou parce qu'ils sont tellement dans leurs croyances enfermées que ils n'ouvrent pas les possibilités, ou parce qu'ils disent non à la place des autres. On en parlait tout à l'heure. Donc la chance, ça se cultive. J'en parle beaucoup parce que c'est important et parce que ça se met en place. Et si vous l'avez jamais fait, c'est pas grave. Moi, vraiment, ce que je veux aussi dire, c'est qu'il faut culpabiliser de rien. On est ici maintenant. Le passé est le passé. Il nous a amenés jusqu'à ici. C'est très bien. C'est comme ça. Aujourd'hui, ne culpabilisons pas, mais mettons en place petit à petit tout ce qu'il faut pour avoir la plus belle vie possible et la vie qui nous ressemble et la vie dans laquelle on sera heureux. Et tout va bien. Culpabiliser ne sert à rien. C'est juste de la perte de temps, perte d'énergie psychique, et se faire du mal pour se faire du mal, ça dégage. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu voudrais donner du coup aujourd'hui? Ce serait, donnez-vous les moyens, quoi. C'est-à-dire apprenez, travaillez. Et étape par étape. Moi, je reçois des demandes d'artistes pour être interviewés. Ils ont fait un demi-single, quoi. Et ils se disent oui, mais pourquoi vous interviewez d'autres? Ces gens-là, ils ont fait 1000 scènes, ils ont trouvé leur public. Tout vient à point qui sait attendre. Aujourd'hui, on veut du jour au lendemain être une vedette ou réussir ce qu'on choisit de réussir, ce qu'on voudrait réussir. En fait, chaque étape, elle est essentielle. Et c'est important d'apprendre petit à petit. Et moi, j'ai vu des gens catapulter parce qu'ils connaissaient les bonnes personnes. Je les ai vus aussi s'effondrer parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, avancez et apprenez, remettez-vous en question, sans se prendre la tête, sans se faire du mal. Mais tiens, j'ai raté ça, j'ai le droit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux mieux faire?
Et comment je ferai mieux la prochaine fois? Puis la prochaine fois, si on se replante, c'est pas grave, mais au moins on sait que c'est pas ça. C'est comme Edison. Thomas Edison qui a changé le monde avec son ampoule électrique, il a raté 1200 fois, mais il dit pas j'ai raté 1200 fois. Il dit j'ai appris 1200 fois à ne pas faire une ampoule. En fait, se tromper, c'est pas grave si c'est pas la 10e ou la 15e fois qu'on se trompe. Se tromper, c'est un apprentissage et c'est un cadeau parce qu'on sait maintenant que c'est pas ça. Donc voilà, tentez, trompez-vous, apprenez, rien n'est grave, mais allez-y avec passion et sur ce que vous aimez le plus au monde, évidemment. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, je vais te parler d'une anecdote incroyable qui a changé ma vie. Je devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans, ou 13, un truc comme ça. J'étais passionnée déjà de spectacles, de culture, de cinéma, tout ça. Et j'ai une amie qui, peut-être je devais avoir 14 ans, dont le père était réalisateur. Et elle savait que j'adorais tout ça. Elle m'invite sur un tournage. Et il se fait que c'était le dernier tournage de toute une série. Et du coup, il y avait cette fameuse fête de fin de tournage où tout le monde dîne ensemble, etc. Et je me retrouve. Donc, à l'époque, pour rappel, j'étais la fille la plus timide du monde, mal dans ma peau, ne me sentant bien aucune place, donc voilà, c'était compliqué. Et je me retrouve assise à une énorme table, un dîner, loin de ma copine, dîner que je n'avais pas payé, puisque voilà. Donc déjà, j'étais pas bien, mais alors je me sentais encore plus mal, et je commence à dîner la tête dans mon assiette en étant vraiment mal, et à ma droite, j'entends une voix qui me dit « Tu ne parles pas ?» Là, je fais « Oh putain, on me parle !» Je lève la tête, je fais « Pardon, tu ne parles pas ?» Et c'est une dame, c'est marrant. C'est une dame d'un certain âge. C'est marrant parce qu'en fait, une autre dame d'un certain âge, blonde, pareil, est venue me dire quelque chose aussi récemment. C'est drôle. Et cette dame-là me dit, tu sais, je vais te donner un conseil. Et ce conseil, tu vas voir, ça va t'aider. En fait, les gens, ils veulent parler d'eux. Ça les intéresse beaucoup de parler d'eux, en fait, écouter les autres, bon, pourquoi pas, mais parler d'eux, c'est très important, ça leur fait du bien, ils ont besoin de ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu poses des questions. Comme ça, tu sauras quoi leur dire, et de un, et deux, ils auront à te répondre et tu pourras échanger avec les gens, etc. Je suis d'accord. Et je suis retournée à ma tête dans mes petits pois. Mais dès le lendemain, j'ai mis en pratique ça. Et dès le lendemain, j'ai commencé tout ça. Et déjà, j'ai vu que ça marchait, donc je me sentais beaucoup mieux avec mes copains, mes copines. Je commençais à avoir une place. Non seulement ça, mais en plus, j'ai découvert que ce qu'il me racontait me passionnait. La psyché humaine, quoi. Comment fonctionne l'humain. Puis à force d'écouter, je commençais à conseiller, écouter, nanani, nanana. D'où mon intérêt pour le monde, journaliste, et pour les autres, coach. Sur 2 phrases. Un soir d'une dame qui est passée comme un ange gardien, me dire un truc et qui est reparti aussi vite, je ne sais pas qui c'est. Ça a changé ma vie. Donc c'était le meilleur conseil que j'ai reçu. Bref, je ne sais pas où je serais aujourd'hui si cette dame, mais merci. Bon, elle était assez âgée, donc je doute qu'elle n'est plus là, mais merci madame. Elle nous écoute alors. Elle nous écoute et merci 1 milliard de fois. Et tu disais que là récemment, il y avait une personne qui t'a donné un... Oui, c'est très étonnant ce qui s'est passé. C'est à la fin du salon du bien-être, tout récemment. Donc je fais ma conférence et cette dame... alors, au moment des questions-réponses, parce que pour moi, c'est essentiel de faire des questions-réponses, d'échanger. Aussi, je sens ce qu'il faut dire aux uns aux autres. Je sens toujours le truc dont les personnes ont besoin. Donc, si je peux donner à ce moment-là, je le fais. Et il y a une dame qui dit quelque chose. C'était juste elle contribue à l'échange. Donc, c'était pas une question. Et je fais oui, tout à fait, nanani, nanana. Mais quand je vois cette femme, j'ai ce truc, oh, quelle belle personne. Je sais pas, je sens trop bien cette femme. Puis après, question-réponse, il y avait des gens qui avaient des livres à faire dédicacer, qui voulaient me parler, donc on parle, gna gna gna. Et la dame arrive, elle vient me parler. Je fais, oh, chouette, elle vient me parler. Et elle me dit, vous êtes faite pour changer la vie des gens. Là, je la regarde et il y a une phrase qui vient du fond de moi que je n'ai pas conscientisée, qui fait, au fond de moi, je le sais. Mais en fait, c'était un échange d'âme à âme, quoi. C'est-à-dire que je n'avais pas conscience. Ça me donne des frissons. Attends, et tu sais ce qu'elle me dit derrière ? Je suis médium. Ah bon ? Là, je fais, d'accord. C'était dingue.
Je fais, écoutez, oui, non, mais je le sais, et puis je le vois bien, parce que mes interactions, je vois bien que des vies ont changé, je vois bien que je dis des choses. Ma pensée du dimanche sur Instagram, il y a des tas de gens, tous les dimanches, le matin, je fais une pensée sur la vie positive essaye d'inspirer, donner des petites réponses, etc. Et j'ai souvent des mails qui me disent c'était ce dont j'avais besoin aujourd'hui, ou merci pour ces inspirations, ça me fait du bien. Oh, c'est mon rendez-vous du dimanche, ça m'apporte énormément. Oh, ça tombait bien, c'est juste ça que je devais entendre. Enfin, c'est fou, quoi. Et oui, puis je le vois, mais c'est quand même bizarre de se l'entendre dire et de le formaliser, de le formuler en vrai, quoi. De dire oui, en fait, vous êtes là pour changer la vie des gens. C'est big, quand même. Tu vois, je fais oui, moi j'essaie d'aider, quoi, modestement, mais dans les faits, elle a raison, il y a des choses qui changent. Alors, c'est très grand ce qu'elle dit, mais en tout cas, voilà, on a une direction qui en tout cas se vérifie, et que je trouve ça beau. Alors, on va rester modeste et humble et les pieds sur terre, mais en tout cas, c'est joli ce qu'elle a dit, et je comprends ce qu'elle a voulu dire. Ouais. Et ouais, c'est beau. Elle m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, cette conférence, il y a des gens. Elle m'a dit, vous avez peut-être sauvé des vies. On va peut-être pas aller jusque là, mais en tout cas, oui, je sais que j'ai bien eu les retours que ça a fait vraiment énormément de bien. Donc c'est pour ça que je veux absolument la faire le plus possible, cette conférence, partout et à tout type de public. Ouais. Et le livre, il est là pour la même raison. J'allais te poser la question, je pose toujours cette question, mais je vais la reformuler. Normalement, c'est quoi, je demande c'est quoi tes prochains défis, mais là, j'ai envie de te demander c'est quoi tes prochains rêves? Mais j'en ai trop, là. Tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment sur développer. En fait, voilà, mon prochain rêve, c'est d'aller parler aux gens. Mais plus concrètement, là, sur ces thématiques développées avec le livre et la conférence. Donc, ça peut être à travers cette conférence, ça peut être à travers des rencontres avec le livre. Comme on a fait récemment, là, il y a la librairie Le Divan dans le 15e où je suis allée, on a fait une rencontre, il y avait des questions-réponses et c'était super. Parler aux gens, et si possible, voilà, avec du monde. Moi, tu sais, je suis une fille de scène, femme de scène, showgirl, donc j'aime bien quand il y a du monde et que cette énergie-là, elle est partagée. Donc pourquoi pas des workshops, des trucs, des conférences. Enfin voilà, c'est vraiment, on va dire, ce rêve de aller plus loin dans le concret sur la rencontre et sur aussi des stages, des workshops, des ateliers, des thématiques, le faire concrètement pour revenir au coaching, parce qu'en fait le coaching j'ai fait pendant longtemps, puis j'ai un peu arrêté, puis j'ai un peu fait comme ça en confinement et compagnie, mais là si tu veux, entre tout ce que je faisais et le journalisme qui prend beaucoup de temps, j'avais un peu vachement réduit, et là je pense que c'est le stade suivant, vraiment le remettre, le reconcrétiser dans la matière, ensemble. Et puis le groupe, c'est génial parce que le groupe, vraiment, je me sers du groupe, de l'énergie positive, pour que les gens comprennent que l'autre n'est pas un ennemi mais un soutien, et que l'énergie positive de tout le monde, tous ensemble, ce que j'ai fait dans mes ateliers précédents ou des stages, etc. Et les gens sortent riches les uns des autres et on se soutient et vont beaucoup plus loin grâce aux trucs de bienveillance, ça qu'on met en place et qui permettent de l'autre de s'envoler. Et en plus, souvent, les gens restent en contact derrière parce qu'il s'est passé des choses de dingue humainement, quoi. Donc c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as envie de dire, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à la dame de quand j'étais petite qui est venue me parler. Merci à tous les artistes, à toutes les personnes qui partagent la beauté du monde, aux gens comme toi aussi qui accompagnent, qui donnent aussi aux personnes comme moi la possibilité de s'exprimer et de transmettre le message, parce que il faut que ce message passe, de ce nouveau monde où tous ensemble on va le construire dans le respect de tous, de toutes et de tout ce qui est, sans être extrême, hein, mais en faisant les choses intelligemment, joliment. Voilà, toutes ces belles personnes qui font à leur niveau, à leur manière. Toi, tu le fais à ta manière, moi, je le fais à ma manière, et des tas de gens dont on ne parle pas qui le font. Donc, merci, 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 merci à elles. Ensemble, on va le faire, ce monde meilleur. Et là, j'ai de nouveau de l'émotion. Ensemble, on va le faire, ce monde meilleur. Pour toutes les personnes qui ont envie de lire Je deviens l'artiste de ma vie, donc ils le retrouvent chez leur libraire. Et puis on peut te suivre également sur Instagram. Je mettrai le lien dans le blog. Ouais, mais merci à Erol qui m'a fait confiance et qui était à fond sur le livre, parce qu'ils ont vraiment vu que ça pouvait vraiment faire du bien. Et oui, je suis sur tous les réseaux comme tout le monde, mais c'est chouette parce que c'est aussi une façon d'échanger. Je reçois beaucoup de beaux témoignages et c'est très très joli, vraiment.
Merci beaucoup à toi, Charlotte. Merci. Merci à toi, Isabelle. À très vite. J'espère que vous ressortirez de cet épisode avec une belle énergie. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un homme extraordinaire qui enfant avait le vertige et aujourd'hui est un funambule des temps modernes. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi.